un truc est un succès quand il est copié par tout le monde, quand il est repris par tout le monde. On lance le produit genre début décembre 2011. Et fin décembre 2011, Téloisirs devient la première application mobile en France. Et j'avais eu la bonne idée aussi de pirater 2 leaders dans le monde de la téléphonie à l'époque. J'ai dit, mais Xavier, pourquoi toi t'es pas à 29,90 comme tous les autres sur le marché? Il me dit, mais de toute façon pour les clients, 29,90, 29,99 c'est pareil. Sauf que moi, 9 centimes fois 3 millions d'abonnés par an, ça commence à faire un paquet de pognon, en l'occurrence 3 millions d'euros. J'ai développé le contrôle parental chez Free, chose qui s'appelle Free Angel. J'ai développé un moteur de recherche chez Free. Je participais à des réunions ministérielles pour Free. L'accessibilité, c'est ce que j'ai pu apprendre de mes années chez Free, c'est ultra clé. Si tu n'apportes rien au marché, il n'y a pas de raison que ton service fonctionne mieux que les autres. C'est tes clients qui ont la plus grande des valeurs. Salut Adrien, comment ça va? Salut Andrea, au top, et toi? Super, ça n'a pas été trop dur de venir? Écoute, je t'apprécie particulièrement parce que faire mes rendez-vous à pied, aller au bureau à pied font partie des choses importantes de ma vie. Donc tu vois, des petites choses qui sont assez clés. Et donc faire 150 mètres pour venir te voir est un réel plaisir. Donc ça va, c'était pas trop dur. Sachant que tu as tes bureaux aussi qui sont pas très loin. Donc c'est un vrai truc chez toi d'être proche. Ça fait 10 ans que j'essaye d'habiter près de mes bureaux. C'est vrai que c'est un vrai luxe. Moi, j'avais mes bureaux à l'époque, avenue Paul Doumer, à côté du Trocadéro, peut-être tu vois. Ouais, parfaitement. Et j'habitais à littéralement 2 minutes. C'est-à-dire que je descendis la rue, j'étais au bureau. Et alors, c'était un vrai plaisir, justement, parce que voilà, tu n'as pas le temps dans les transports. Par contre, il y a un truc qui était devenu gênant après. C'était que j'étais tellement proche des bureaux que il y avait un supermarché dans la zone. Et tu vois, si par exemple un jour j'étais en télétravail, j'allais pas travailler, j'étais avec quelqu'un de ma famille ou quoi, je croisais régulièrement, tu vois, des gens de ma boîte. Et ça commençait à se mélanger un peu, donc ça m'avait un peu gêné. Je sais pas si ça t'arrive, toi. Écoute, non. Non, ça va. Non. Et dis-toi qu'il y a pire que ça. L'associé de ma femme habite l'étage au-dessus de son cabinet médical. Ok. Ah ouais, ça c'est encore... ouais. Dans les professions libérales, souvent, tu as aussi souvent ça, non? Les avocats, les dentistes qui ont leur appartement ou leur médecin dans le... Ouais, ils habitent parfois dans leur cab, mais lui est carrément le premier étage, c'est le cabinet. Le deuxième étage, c'est son appartement, donc plutôt particulier. En tout cas, je suis vraiment content de te recevoir. Je vais te le dire cash, tu es un des entrepreneurs qui m'inspire le plus pour 2 raisons. La première, c'est que entrepreneur vraiment tech, tu as toujours innové depuis toujours. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup chez toi parce que déjà, il faudra que tu nous racontes après, mais genre très jeune, tu développais déjà des choses. Et puis aussi pour ton côté pragmatique. Sachant que tu as lancé une fintech, c'est un des trucs les plus durs, et tu allé un petit peu à contre-courant de ce qui pouvait se faire dans ton industrie, à être rentable, à pas lever. Quand à un moment donné, il y avait d'ailleurs beaucoup d'argent facile, tu es un des seuls qui allait à contre-courant. Ça, c'est des parcours qui m'inspirent. Et d'ailleurs, je suis pas le seul. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'ai noté une petite phrase de Xavier Niel, à mon avis, tu l'as déjà vu dans les médias, mais il a dit, donc je le cite, « Il y a Steve Ballmer, ex-PDG de Microsoft. Au-dessus, il y a Steve Jobs, le créateur d'Apple. Et encore au-dessus, il y a Adrien Toiti. » Bon, à l'époque, Steve Jobs était encore en vie. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, Steve Jobs est au-dessus de tout le monde. Mais en tout cas, c'est sympa de sa part. C'est gentil. Maintenant, j'ai le droit, objectivement, toutes les 2 semaines à cette citation. Le dernier qui me l'a sorti est un acteur qui s'appelle François-Xavier de Maison, je lui enverrai d'ailleurs, qui me l'a sorti encore la semaine dernière. En disant, regardez, il y a le mec au-dessus de Steve Ballmer et Steve Jobs. J'ai fait, putain, c'est pas possible, on va me la sortir jusqu'à... En même temps, il est reconnu pour avoir du flair. Donc, s'il a dit ça de toi, c'est pas comme si quelqu'un qui sortait ça, qui était, j'en sais rien, boulanger ou artiste. Lui, il est vraiment dans la tech depuis toujours, au cœur de plein d'innovations. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment un sens du produit. Tu vois, et ça, c'est un peu ce qui me caractérise, c'est avoir ce sens du produit et du client à tout prix. Vraiment être concentré sur l'expérience autour du produit. Comment la rendre la plus simple possible. Comment faire des concepts très compliqués et les rendre très simples d'un point de vue utilisateur. Et ça, c'est ce qui m'anime. Ah, ça, c'est génial. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu la genèse et justement, parce que tu as commencé à développer des projets très jeunes, ça m'intéresse quand tu as démarré, puis toute ton histoire. Ça va rendre le podcast un peu long parce que tu as déjà lancé plein de projets. Ouais. Et donc, la partie vraiment Manager One, donc la fintech que tu développes actuellement, on la fera vraiment dans un second temps pour d'abord avoir la genèse, pour comment tu en es arrivé là. Les petites anecdotes aussi, comment tu as rencontré Xavier Niel. Je sais que tu as bossé avec le groupe Free, groupe Iliad pendant longtemps. Voilà, le démarrage.
Alors, mon histoire tech est un peu similaire à pas mal de gens. J'achète après ma bar mitzvah mon premier ordinateur. C'est-à-dire que je vais cramer 7200 francs, je me souviens, comme si c'était hier, un K6-2, 300 MHz. Et à partir de là, je vais découvrir tout d'abord ce qui est le développement web et un peu plus tard le développement logiciel. Et je fais, comme pas mal, de la bidouille. Des sites pour des copains, des petits logiciels. Et parmi les premiers trucs un peu concrets, un peu sympas que je fais, c'est les premiers logiciels pour débloquer les téléphones portables. Alors, ça parle à plus personne aujourd'hui. Mais à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achetait un téléphone portable, il était bloqué sur un opérateur. Et il fallait un code pour le débloquer, pour pouvoir l'utiliser sur d'autres opérateurs. Et moi, je m'étais amusé à faire les premiers logiciels qui permettaient de débloquer certains téléphones. Voilà. Ça, c'est un peu ma première aventure avec le développement. C'est du site web et du déblocage de téléphone portable. C'était légal, ça, ou pas? Pas vraiment, j'imagine. Non, parce que si je te demande ça, c'est pas anecdotique, c'est qu'il y a une mode un petit peu dans les développeurs aujourd'hui dans la tech qui est le mode un peu pirate. Xavier Niel, c'est un peu le roi, et d'ailleurs, cette culture du pirate se ressent beaucoup à l'école 42. Moi, je connais beaucoup de devs 42 qui développent des projets. Donc, si je te demande ça, c'est que souvent, les gens au cœur de l'innovation et de la tech commencent à geeker des petites choses comme ça, comme les téléphones. C'est pour ça que je te pose cette question-là. À partir du moment où tu fais des logiciels qui font du mal foncièrement à personne, tu vas juste rendre service à un utilisateur final qui a payé des centaines de francs ou d'euros un téléphone. Tu leur rends juste service, quoi. Donc, c'est pas violent. Effectivement, un peu plus tard, il y a eu des piratages de bases de données. C'était un peu plus différent. Okay. Et j'avais eu la bonne idée aussi de pirater 2 leaders dans le monde de la téléphonie à l'époque. Ça, c'était un peu moins légal. T'avais quel âge alors du coup à ce moment-là Mon premier ordinateur, l'ordinateur qui a atterri dans ma chambre, j'avais 13 ans. 13 ans. C'était il y a 25 ans, un quart de siècle. Mais comment t'as appris? Parce que d'ailleurs, l'ordi K6, moi-même, je l'ai pas connu. Je sais pas quel âge t'as aujourd'hui. 38 ans. 38 ans, ok. Bon, on n'est pas très loin, mais je l'ai pas connu celui-ci, mais ça devait être déjà modem. Enfin, c'était modem ADSL. C'était la carapace, la bleue, non, pour Internet. J'avais un 56K, V92, un truc jaune pour ceux. C'était jaune. Je sais plus comment ça s'appelait, mais voilà, c'était très lent. Moi, je me rappelle de la carapace bleue. La Raymanta de Wanadu. La Raymanta de Wanadu. Oui, la Ray de Wanadu. Non, écoute, moi, la première connexion au débit que j'ai eu à la maison, c'était avec Free. C'était en 2002. Parce que je suis l'abonné 5076 chez Iliad. Et ça, je m'en souviens bien. 5076. Ouais. Et tu vois, à l'époque, il y avait quelques milliers d'abonnés chez Free. Aujourd'hui, il y en a des millions. C'était une petite boîte qui venait de débuter dans la DSL. J'avais reçu mon premier modem, ça ne marchait pas, comme pour beaucoup d'abonnés au démarrage chez Free. On ne s'en souvient pas de ces temps-là, c'était il y a 20 ans. Mais les démarrages étaient compliqués, avec un premier modem qui avait tendance à cramer, des prises murales qui comportaient ce qu'on appelle des condensateurs, donc qui posaient problème, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'écris au fondateur. Je lui dis, mais excuse-moi, ça ne marche pas, j'ai besoin d'un technicien, j'ai besoin d'aide, là, le support ne m'apporte pas les solutions. Le support n'était pas bon à l'époque, je ne sais pas comment il est aujourd'hui. Tu le connaissais pas à ce moment-là? Non, je ne connaissais pas. Je connaissais pas et je lui ai écrit un mail et je lui ai dit voilà, j'ai besoin d'aide. Et quasiment le lendemain, ding dong, un technicien vient sonner, j'habitais à l'époque à Romainville, vient sonner à la porte, qui me démonte la prise murale et qui me dit bah, ça, tu vois, c'est un condensateur, il faut l'enlever. C'est ce qui pose problème. Et voilà. Et donc, on en est là. Et Attends, j'ai pas compris ce qu'est un condensateur, parce que moi, je suis pas assez technique. C'est comme une multiprise, quoi, c'est un truc. Alors, comment faire simple? C'est proche d'une résistance. Il y en a qui vont crier. Mais c'est-à-dire qu'au lieu de brancher directement dans la prise, il y avait un truc entre la prise ça veut dire que dans ta prise, tu as des fils de cuivre. Et ces fils de cuivre vont être reliés par un condensateur. J'imagine que c'était pour améliorer la voix à l'époque, j'en sais rien quel était l'usage de ce condensateur. Mais tout simplement, il fallait l'enlever pour que ta box fonctionne correctement. Voilà. Donc je me retrouve à avoir cette Freebox qui fonctionne et je me dis, bon, bah, moi si j'ai eu des problèmes, il y en a probablement d'autres qui ont eu des problèmes et je commence à me rapprocher d'une communauté de Freenote. Ça s'appelait des Freenote, ça s'appelle toujours des Freenote aujourd'hui. Je me rapproche d'une communauté d'entraide pour des Freenote.
Et pour l'anecdote, aujourd'hui, je bosse avec quelqu'un depuis 2009. Je l'ai embauché en 2009 et je me suis occupé de lui réparer indirectement sa connexion en 2002. Donc ça va faire 21 ans que je le connais et que je bosse avec lui depuis des années. Aujourd'hui, il est cofondateur de Manager One. Il a participé à mon aventure précédente qui est Télé Loisirs, ma toute première aventure qui était GoProd. Je vais en parler. Mais voilà, cette communauté de freenotes en 2002, 2003, 2004 qui s'est construite a évolué ensemble, a grandi ensemble, a apporté énormément à Free. Free est l'opérateur le plus intelligent. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé la communauté bosser à sa place. C'est pas l'opérateur comme un SFR ou un Orange qui s'est dit « je veux la main sur tout, je veux tout contrôler, je veux tout maîtriser ». Non, eux ils se sont dit « ok, on a une super communauté à disposition, on va les laisser bosser et inventer des services innovants ». Et c'est un peu comme ça finalement qu'est née cette aventure. J'ai participé à la communauté, j'ai développé le contrôle parental chez Free, quelque chose qui s'appelle Free Angel, j'ai développé un moteur de recherche pour enfants chez Free. Je participais à des réunions ministérielles pour Free sur les sujets de la lutte, sur les filtrages en ligne, etc. Et en fait, c'est une boîte qui profondément laissait les gens en totale autonomie, les laisser bosser, les laisser innover, les laisser faire plein de choses. Mais attends, toi, t'avais quel âge à ce moment-là et t'étais employé? C'est-à-dire que t'as été en CDI, t'étais employé de Free? Alors, comment tu bossais? Alors... Et tu vas découvrir l'origine peut-être de 42 à ce moment-là. Je passe mon bac, j'ai 18 ans, et là je pars en fac de médecine, à Lariboisière pour être précis. Et au bout de 3-4 mois, je comprends que la fac de médecine, ça n'allait pas être pour moi trop compliqué. Vraiment, il faut une abnégation totale, une résilience totale pour faire des études de médecine. C'est des fous furieux. Les chirurgiens, les médecins sont des fous furieux. Ils ne sont pas considérés à leur juste valeur. On les a applaudis pendant le Covid, mais la réalité, c'est que c'est leur boulot tous les jours et depuis toujours. Donc, c'était des fous furieux et objectivement, je n'avais pas la compétence d'aller au bout d'un cursus comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Au bout de 3 mois, je pars dans une start-up qui s'appelle Ozone. Ozone, c'est une start-up qui s'est lancée il y a des années, en même temps qu'un petit lapin qui s'appelle le lapin Nabastag, un des premiers objets connectés. C'est quelqu'un qui s'appelle Rafi Aladjan qui a monté tout ça à l'époque. Et donc, je vais bosser dans cette start-up et j'installe des antennes Wi-Fi sur les toits de Paris parce que l'idée d'Ozone, c'était de créer le plus gros réseau pervasif, un réseau Wi-Fi à l'échelle de Paris. Donc, je vais bosser là-bas pour éviter de perdre une année. Et ma mère me dit, bon, bah, t'es gentil, tu vas essayer de rentrer dans une école qui te plaît, en l'occurrence une école d'informatique, à la fin de l'année. Et donc, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans une école d'ingénieur, laquelle? J'en ai aucune idée. Donc, je vais sur le site d'Iliad.fr. Je regarde le profil des équipes d'Iliad, en l'occurrence de Rani Assaf, qui est un peu un des papas de la Freebox et de l'architecture réseau. Le profil d'Antoine Levavasseur, qui est le DSI chez Iliad. Et le point commun de ces deux mecs que je trouve géniaux, parce que objectivement, Free, pour moi, il y a 20 ans, c'est une boîte génialissime où des fous furieux montent un des plus gros opérateurs aujourd'hui européens. C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. Clairement. Et donc, le point commun entre Rani et Antoine, c'est qu'ils ont été tous les deux à l'EFRE, une école d'ingénieurs à Villejuif. Et je me dis, eh ben, je vais aller à l'EFRE. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère le dossier d'inscription pour l'EFRE et je vois, en gros, il faut 2 lettres de recommandation, une lettre de motivation et ton dossier. Mon dossier, autant dire, était pourri. C'est comme ça. J'étais pas très bon au lycée. J'étais très bon au collège, pas très bon au lycée. Je me suis beaucoup plus intéressé à l'informatique, objectivement. Mais tu savais coder à ce moment-là ou pas? Parce que je savais coder au lycée. Et je me suis vachement moins intéressé, objectivement, à l'école, du fait que je m'investissais vachement plus dans l'IT. Je faisais des sites web qui me rapportaient un peu d'argent, des logiciels qui me rapportaient un peu d'argent. Donc, je me suis pas mal arrêté de bosser pour l'école. Mais du coup, tu suivais tes cours et en parallèle de ça, en fait, tu avais ton premier ordinateur et là, tu t'apprenais à coder. Exactement. Mais tu apprenais à coder sur quel langage? Ça m'intéresse. Alors, les premiers langages avec lesquels je m'étais familiarisé, forcément les trucs simples, HTML, le JS, le PHP, les trucs cons, après le C et après le Java. Okay. Voilà. T'as appris tout seul en autodidacte sur ton ordi? Des trucs simples. Okay. Mais comment ça t'est venu? Parce qu'en gros, là, t'avais 15 ans, quoi. En gros, ouais, mais
ce que tu fais, ce qui est merveilleux avec le web à l'époque, déjà, il est beaucoup moins sophistiqué qu'aujourd'hui, hein, qu'on soit au clair. Ça n'a plus rien à voir. Déjà, tu prends des sites, tu regardes comment ils fonctionnent et tu reproduis et t'améliores et t'ajoutes des choses. Voilà. Et tu avais des tas de sites qui te donnaient des exemples sur comment ça marche, etc. Je crois que ça s'appelait développer.com ou développeur.com. Enfin, des trucs vraiment à l'ancienne. Et en te basant sur des codes sources initiaux, tu les faisais évoluer et tu essayais de comprendre comment ça marche. Donc tu avais un mauvais bagage, on va dire, un peu sur le côté scolaire, mais par contre, tu savais peut-être mieux coder que d'autres à ce moment-là. Ça, j'avais pas de sujet. Voilà. La première année sur les développements à l'école d'ingé, c'était assez facile. Donc pour entrer dans cette école d'ingé, 2 lettres de reco, 1 lettre de motivation et le bagage scolaire. Bon, le bagage scolaire est ce qu'il est, de toute façon, je ne pouvais rien faire. Par contre, pour les lettres de reco, qu'est-ce que je fais? Je demande à Xavier Niel de m'en faire une. Et donc, Xavier Niel a la gentillesse de m'en faire une pour que je puisse rentrer à l'Effray. C'était déjà un peu une star, objectivement. Et donc, quand le mec... Sympa la lettre de reco. Ouais. Et quand le mec qui me reçoit dans son bureau voit la lettre de motivation, où vraiment je me suis donné sur la lettre de motivation, et la lettre de reco d'un Xavier Niel... Bon, ils étaient plutôt favorables à me prendre à l'Effray. Et donc, je fais mes 5 années de cursus à l'Effray. Ces 5 années de cursus à l'Effray, en gros, je vais bosser pas mal pour Free sur différents sujets pendant ma scolarité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Free qui a payé ma scolarité. D'accord, c'était un programme d'alternance ou pas même du tout. pas? Non. Pas du tout. C'était financé. Pourquoi? Parce que ils voulaient conserver peut-être ton talent aussi, tes idées, les retours. Parce que j'ai eu l'audace de lui demander de payer ma scolarité. Ma mère était en train de divorcer à ce moment-là. Mon père était prof à la fac, à Villetaneuse pour être précis. Ma mère était antiquaire, elle faisait des salons d'antiquités brocantes. On gagnait pas plus que ça notre vie. Et quand tu dois sortir 7500 balles par an, c'est une somme à l'époque. C'est un budget, fois 5, 35 000, 37 500. 37 500. Donc c'est un peu un budget. Et j'ai eu l'audace d'aller voir Xavier et lui dire ça serait chouette de payer ma scolarité. En contrepartie, je vais faire des choses pour Iliad, en l'occurrence le contrôle parental, des petits trucs. Et l'histoire a commencé comme ça. Qu'est-ce que tu as fait alors du coup dans le groupe Iliad? Qu'est-ce que tu leur as apporté? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire? Qu'est-ce que tu as apporté comme idée? Alors, ils ne m'ont rien fait faire. Ils m'ont permis de faire. Et ça, c'est une vraie diff. Encore une fois, c'était la culture de vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Si tu aimes le faire, tu le feras bien de toute façon. La première chose que j'ai fait avec eux, c'est le contrôle parental. Les opérateurs Internet avaient une obligation de fournir un contrôle parental aux abonnés. Ok. Voilà. Donc j'ai fait le contrôle parental, j'ai fait ce logiciel de contrôle parental et j'ai fait le moteur de recherche pour enfants. Et tu avais le suivi aussi le suivi de mise en ligne ou d'activité? Non, c'est quoi ce suivi? Ouais, ça vient un peu plus tard. Okay. Ça va un peu plus tard. En gros, ma première mission, c'était ça. Et pour faire court, quand je finis mes études, je dis à Xavier que j'aimerais bosser pour lui. Je me souviens de cette scène, comme si c'était hier. Je monte au 7e étage de la rue de la Ville-l'Évêque. Je vais le voir dans son bureau. Je lui dis, voilà, je finis mes études de ce soir. J'aimerais bosser pour Free. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais Adrien, tu vaux mieux que ça. Je comprends pas. Je me prends une claque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Et je comprends qu'il veut que je crée ma boîte. Et donc, je dis, OK, je vais créer ma boîte. J'ai besoin de 70 000 € pour créer ma boîte, pour embaucher mon fameux premier salarié, qui est arrivé le 5 avril 2009 dans ma boîte, la première boîte que je crée, en l'occurrence qui s'appelle GoProd. Et je lui dis, j'ai besoin d'argent pour embaucher mon premier salarié et m'assurer d'1 an de salaire pour cette personne. Il me dit, passe demain matin à l'accueil, il y a un chèque, tu iras le déposer à la banque. Voilà. Et donc, j'étais un peu... peut-être le bêta-test de Xav. Il a payé mes études. Après, on a vu 42 et ce beau succès. J'ai Iliad qui est rentré comme actionnaire et maintenant, il y a des dizaines, voire des centaines de participations. Et en fait, il m'a laissé bosser. C'est le premier investissement peut-être de Xavier Niel avant qu'il s'active un peu plus avec son fonds. Un des premiers en tout cas. Un des premiers. Je pense que je suis un des rares à avoir Iliad comme actionnaire. Ok, ouais, en plus, ouais. Donc c'est marrant d'aller une fois par an faire signer les papiers. Ah oui, ça doit être marrant. À l'époque, à Maxime Lombardini, maintenant Thomas Reynaud, parfois Xavier. Voilà, c'était le bon temps. Et donc chez Free, j'ai fait ce contrôle parental, j'ai fait le moteur de recherche pour enfants. On a vachement bossé à partir de 2009, à partir de GoProd, cette nouvelle structure, sur l'expérience utilisateur chez Free. Et ça consiste en quoi? On a refait le portail abonné.
On a bossé pas mal sur la console client, l'interface de la console client. J'avais fait aussi à l'époque un logiciel qui s'appelait Frigo. Les plus vieux qui regardent le podcast et qui l'écoutent, ça leur parlera. C'était quoi ça, Frigo? Frigo, c'était simple. À l'époque, chez Free, quand tu voulais consulter les informations de ta ligne, il fallait te connecter. Si tu allais sur une autre page, il fallait te reconnecter encore. Il n'y avait pas de session. Et donc, on avait fait un petit logiciel qui stockait le login mot de passe et qui automatiquement se connectait à ta place à chaque page du site pour consulter tes informations. Tu voulais modifier les informations de ta box, de ton Wi-Fi, de ton routeur. C'est chiant de se connecter toutes les 2 secondes. Grave chiant. Donc, on a fait un outil qui permettait de le faire. Et du coup, là, à ce moment-là, tu as dû grave les aider sur le service client parce qu'en réglant ça, tu enlèves peut-être des milliers d'appels de gens qui n'arrivent pas à se connecter, bien non? Sûr, tu enlèves de la frustration, de l'appel client, etc. Donc, c'est tout bénef. Et donc, on fait ce logiciel-là. Et quand arrive également la sortie des premiers iPhones, on crée cette application-là sur mobile. Et on est une des applications mobiles les plus téléchargées avec Frigo à l'époque. Voilà. Donc ça fait partie vraiment des premiers trucs super forts qu'on lance. Et en 2009, j'ai quelques idées, dont une qui a vraiment été balèze, qui a été de faire l'enregistrement à distance de la télé. Avant la catch-up, avant la replay, avant tout plein de services. Et les replays, ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Et donc tu te dis, ok, là, je suis en train de te parler, mais j'ai envie d'enregistrer un programme chez moi. On se met 13 ans en arrière. C'était la cassette à l'époque, je me rappelle. Oui, c'était la cassette. C'était un magnétoscope avec la cassette. Où tu mettais enregistrement. Et je crois que tu pouvais programmer l'enregistrement. Oui, tu me rappelles. pouvais programmer un enregistrement. Ouais. Mais si tu n'avais pas prévu le coup, tu faisais quoi? Tu rentrais chez toi, tu l'enregistrais l'enregistrement et tu revenais. Et là, j'ai mon téléphone dans la main qui commence à être connecté à Internet, tous ces téléphones en 2009. Et je dis à Xavier, en rentrant le soir de mon dîner, mais pourquoi on ne pourrait pas enregistrer la télé depuis un téléphone portable? Mais genre 5 minutes après, il me répond « Go !» Et l'aventure commence là. Les équipes Freebox commencent à bosser sur toute la brique hardware, software qui permet justement de lancer un enregistrement à distance. Donc tu as lancé le projet. Attends, j'essaie de bien suivre parce que tu as lancé GoProd. Ouais, et GoProd avait comme actionnaire Iliad. D'accord. Et au sein de GoProd, on développait des applications mobiles et des projets un peu innovants pour Iliad. Pour Iliad, ok. Donc le client exclusif, c'était Iliad? Au début, c'était quasiment Iliad. Okay. Et donc là, ce nouveau projet, c'est encore GoProd en gros? C'était GoProd, okay, l'enregistrement à distance. Et ça, c'est le vrai gros projet qui sort un peu du lot, parce qu'avant, c'était des petites fonctions. Mais ça, tu te rends compte que c'est une application mobile qu'on lance en plus à 3 €. Parce que Xavier m'a dit, mais fais la payante. C'est vachement bien. Mais elle s'appelait comment cette application? Frigo. C'était Frigo avec la partie télé. Et donc, on lance cette application à 3 €. Mais attends, mais c'était quoi les téléphones à cette époque? Parce que c'était les premiers iPhones. C'était les premiers iPhones. iPhone 3G. Ok. Et donc là, tu pouvais enregistrer à distance? Exactement. Tu lançais l'application et tu disais j'enregistre taratata. C'est fou. C'est fou ça. Ça existe toujours. Hein. Okay. C'est une des fonctionnalités, à mon avis, aujourd'hui les plus utilisées chez Free et d'autres opérateurs. D'accord. Et donc, on lance cette application, on la met à 2,99 € et on a à peu près 100 000 téléchargements une semaine. Je te laisse imaginer le changement de paradigme. Parce que donc attends, 3 €, donc 100 000 utilisateurs, ça fait 300 000 € par mois déjà. Alors ça te fait, pour être précis, 200 000 € parce que Apple se prenait un tiers à l'époque de fees. Bien sûr. Mais c'est monstrueux. C'est énorme. Tu as un collaborateur, toi tu te payes pas et du jour au lendemain tu vois débarquer 200 000 € sur ton compte. Comment tu as eu une traction aussi forte et comment tu l'as vécu aussi? Parce que c'est assez rare, on va dire, de vivre une telle traction sur un projet. Alors attention, on est au démarrage de l'App Store. Tu as beaucoup moins d'applications, tu as beaucoup moins de développement, tu as beaucoup moins d'offres. Et on arrive en plus avec un truc super innovant sur une marque qui était forte, Frigo. Frigo, ça avait 1,5 million d'utilisateurs. Donc à terme, tu es monté à 1 million d'utilisateurs? 1,5 million d'utilisateurs, ouais. Au maximum. C'était monstrueux. Puis c'est un gros business, j'imagine que ça doit être aussi très profitable, non? Parce qu'une fois que l'application elle est faite, une fois que l'application est faite, tu n'as plus grand chose à faire. Oui, effectivement. C'est quoi les bases de coûts comme ça? Est-ce que par exemple tu peux faire 90% des bidas sur une solution comme ça ou pas, dans le sens où... Bien sûr, c'est un développement côté mobile qui va te prendre 1 ou 2 mois. Avec des salaires de misère, on se payait quasiment que dalle à l'époque. Parce qu'à 500 000 utilisateurs, donc 3 €, ça fait 1,5 million, il y a les 1 tiers, donc il reste 1 million, ça fait à peu près 12 millions de CA par... Non, attention, c'est en tout. Hein, sur 3 €, non mais 3 € tu l'achètes une fois ou c'était par mois? Tu l'achètes une fois. Tu l'achètes une fois, ok. Je pensais en MRR, je me suis dit, oulala, c'est une machine à cash. Mais ok, c'est impressionnant. Tu l'achetais one shot, mais ça a généré beaucoup de cash. Okay. Et quelques mois passent
Et rebelote, j'ai une nouvelle idée, c'est de me dire, mais pourquoi le téléphone ne deviendrait pas la télécommande de ma box et de ma télé? Je re-shoot un mail à Xavier, je lui dis, mais tiens, regarde, pourquoi ma télécommande ne serait pas remplacée par mon téléphone portable? Il me dit, go, on développe. Il disait toujours go ou parfois il t'a dit no go? Non, plein de fois il me dit no go. Okay. Souvent il me dit que je suis débile sur plein de sujets. Hein, et ça me dérange pas. Et il a souvent raison. D'ailleurs, pour l'anecdote, et ça c'est un peu plus tard, en 2011, je crée une boîte et je lui dis je vais appeler ma boîte comme ça. Il me dit mais il est nul ton nom. Effectivement, le nom est nul avec le recul. Okay. Et je l'avais changé. J'en parle dans 2 minutes, promis. Et donc je développe cette application mobile qui permet de télécommander les box depuis un smartphone. Ça, j'ai pas connu par contre. Enfin, moi, je l'ai jamais utilisé personnellement. Ça s'appelle Freemote. Okay. Depuis ton téléphone portable, tu peux changer les chaînes de ta télé. Et ça marche du feu de Dieu. Pareil, rebelote, 100 000 téléchargements. C'est en Wi-Fi? C'est en Wi-Fi avec la box ou c'est en Bluetooth ou... je me souviens. Ou c'est connecté directement dans l'app du téléphone qui est connecté à la... Écoute, je me souviens plus du protocole. Ok. C'est une bonne question. Ça fait 13 ça ans. remonte à loin, j'imagine. Je me souviens plus du protocole. C'est peut-être c'est une question technique, on s'en fout un peu. C'est probablement Wi-Fi connecté sur la box, ouais. Quoique non, parce qu'il y avait un appairage de mémoire. Donc, c'est une question technique, je crois pas que ce soit. Là, c'est moi Là, c'est une question de. Ça intéressera pas grand monde de savoir si c'était un Wi-Fi. Et aujourd'hui, tous les opérateurs te permettent de télécommander une box ou une télé depuis le mobile. Même Samsung. Même les constructeurs télé aujourd'hui te permettent de changer de chaîne depuis ton mobile avec l'appli de la télé. Donc tout le monde a copié ton application en gros? Mais c'est la plus belle des consécrations et Xavier Niel te le dira le premier. Un truc est un succès quand il est copié par tout le monde, quand il est repris par tout le monde. Quand tu fais une app qui est copiée par tous les acteurs, c'est que c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite, c'est devenu une norme et un usage. Ils ont mis du temps à vous copier ou genre vous avez été un petit peu les précurseurs pendant longtemps? Non, ils copient assez vite. Ils ne sortent rien, mais ils copient assez vite. Okay. Tu vois, quand on a fait l'enregistrement à distance de la télé, Orange a été très rapide pour dupliquer, SFR également. Et sur la télécommande, pareil. Mais c'est normal, ils sont obligés de s'aligner en termes de services. En tout cas, sur des services à valeur ajoutée ou aussi forts. C'est un vrai effet waouh. T'arrives, tu dis, regarde, depuis mon téléphone, j'enregistre la télé là. Ah oui, c'est balèze. Donc là, c'est la deuxième innovation où il y a une forte traction. C'est la deuxième innovation. Alors, je me permets, attends, parce que j'espère qu'on va perdre personne, mais sur le suivi, tu ne m'as dit ça, comment ça fonctionnait ou pas? Le suivi quand tu reçois une box et qu'il y a un problème dessus pour qu'il y ait un suivi, tu me l'as dit ça tout à l'heure ou pas? Je me rappelle plus. Ça fait partie de la console client. On a énormément bossé sur la console client. Parce que ça, je trouvais ça fort que tu traites ce problème-là, en fait. En fait, chez Free, on avait une bonne vision hardware, mais pas une super vision soft et expérience utilisateur. C'est quoi le suivi du coup? Tu peux expliquer comment ça fonctionne? Le suivi, c'est tu commandes une box, elle arrive un jour, mais en fait, c'est quand même vachement plus rassurant d'avoir le numéro de suivi de ton colis, de savoir où il en est, etc. Et c'est tout bête. À partir du moment où tu mets ça à disposition de tes utilisateurs, t'enlèves vachement de support. Et nous, c'est ce qu'on fait sur Manager One. Tu commandes une carte, tu sais précisément où elle en est, où elle est. Ce qui est génial, c'est que ça va être intéressant parce que toute ton expérience là qu'on est en train de décrypter, on va voir après comment tu l'as mise en place parce que par exemple, le fait d'être à l'écoute des clients, je trouve que Free est vraiment précurseur là-dedans. On le voit aussi avec l'explosion du Web 3, du digital, des nouveaux codes que les gens attendent. D'une certaine manière, Free était un peu en avance, je trouve, par rapport à ce qui se fait, d'être sur le côté service client, être à l'écoute des clients pour faire évoluer le produit par rapport à ses concurrents, tu vois, qui construisent et qui voient après. Là, c'était plus, on attend d'abord de voir les clients parce que les clients ont toujours raison et on s'adapte à leurs demandes, tout simplement. Est-ce que c'est pas le truc le plus simple et ce que toutes les boîtes devraient faire? Si, c'est évident. En fait. Les meilleures idées viennent de tes clients. Et après, tu as le cas contraire, c'est peut-être Apple, justement, avec Steve Jobs, qui lui part pas il crée le besoin. Ouais. Là, c'est un autre game encore, on va dire. Qui crée un besoin. Tu pars d'un service existant, lui, il part d'un service existant qui est le smartphone. Il y en a déjà, il y a les BlackBerry, etc. Et tu l'améliores. Tu améliores l'expérience utilisateur et ça, c'est clé. Et Free est précurseur dans le sens où tu n'avais pas cette barrière entre l'opérateur et l'abonné. Tu avais une équipe, et particulièrement le fondateur, le DG, qui écoutait énormément les remontées utilisateurs. C'est un esprit start-up aussi, on peut dire. Mais c'était complètement un esprit start-up. Agilité, adaptation. C'est, à mon sens, et ça a été la plus belle start-up qu'on ait pu voir en France. Et objectivement, on n'en a pas d'aussi belle depuis 10 ans.
Ouais, c'est dingue. Incapable de te citer un truc qui est aussi balèze qu'Iliad. Moi, j'en ai pas comme ça non plus là. Je cherche, mais on a quelque chose de solide. On a une base utilisateur, on a une croissance externe, on a une entrée en bourse, une sortie en bourse, on a tous les feuilletons pour contrôler l'actionnariat. On a un fondateur qui est majoritaire, si je dis pas de bêtises, qui très est rare ça aussi. Très rare, qui a le fondateur qui reste majoritaire, qui est à l'écoute des clients, qui a fait grandir le bébé. C'est une des plus belles success stories qu'on a en France. Alors du coup, après Frigo, donc pour l'application où tout le monde vous a copié, donc encore grosse traction, c'est quoi la suite encore? Est-ce que tu as encore eu des go de Xavier? Il y a eu Frigo, Freemode, et après on a bossé pas mal pour tout l'écosystème de Xavier. Xavier m'a fait bosser à un moment pour Golan Telecom, un opérateur télécom qu'il a lancé avec l'ancien directeur général de Free en Israël, sur un peu le même modèle que Free Mobile. Mais alors attends, donc là t'es pas salarié en fait, donc t'as ta structure. Je suis jamais salarié. T'as ta structure qui fait du chiffre d'affaires avec un client Free. Qui rend des mais donc services. t'es au cœur de l'innovation. Enfin, c'est comme si t'étais, je sais pas, head of innovation ou. Est-ce qu'il y avait un head of innovation chez Free avec qui tu collaborais ou vraiment t'étais le prestataire? Moi, je discutais énormément avec le directeur marketing, qui était vraiment smart et qui avait une supervision produit, innovation, voilà. Et on discutait énormément avec les équipes Freebox. Avec qui on collabore en direct pour lancer les services. Par exemple, lors du lancement de la Freebox Révolution, on avait créé une application où la Freebox est directement connectée à l'application pour pouvoir avoir une interface. Tu vois, et ça existe toujours. Hein. C'est un truc que j'ai lancé qui s'appelle Freebox Connect. Je crois que ça s'appelle toujours Freebox Connect. Mais c'est un peu ton pendant utilitaire pour pouvoir gérer facilement ta Freebox. T'as jamais eu un conflit politique parce que la boîte a dû se développer grandement. Donc quand par exemple t'es, je sais pas, mais moi regarde, si je suis CMO chez Free et que je vois un peu Adrien Doity qui quand il vient de dire une idée, il a un go et en interne il y a des no-go. Comment t'as été vu? Ça a jamais été dit, mais moi j'ai ressenti à un moment de l'histoire de Free, quand ça commençait à se structurer et à être un peu plus process, qu'en interne il se posait des questions sur le fait d'avoir un mec comme ça un peu extérieur qui faisait sa vie et développait des produits avec les équipes. Et ça s'est senti. Et c'est peut-être à partir de là où je me suis dit il est peut-être temps d'aller créer une nouvelle structure, en l'occurrence qui s'appelle Recatch, mais c'était pas son nom initial. Son nom initial c'était Connect.hn, pour le jeu de mots Connect ta chaîne. Et merci Xavier, effectivement le jeu de mots était sympa, mais le nom était à chier, faut le dire. Donc c'était Connect.hn. Oui, j'avais acheté le nom. Parce que le point .hn, je le connaissais pas. Écoute, ça existe, le point .hn. Le point .hn existe. J'avais acheté Connect.hn. Ok, et c'est ce jour-là où Xavier Niel t'a dit le nom est pourri. Le nom est pourri, Connect ta chaîne. Le jeu de mots, ouais, je peux comprendre. et je suis parti sur Recatch. Et l'idée de Recatch était de créer une application autour de l'univers télé, parce que j'avais finalement créé énormément d'expériences autour de l'univers télé. L'enregistrement à distance, la recherche de programmes télé, l'enregistrement intelligent, les alertes de diffusion d'un programme, la télécommande sur mobile, etc. Et donc je me dis, je vais mettre tout ça dans une application mobile qui ne s'appelle plus Free Frigo, qui est neutre, en l'occurrence Recatch, et la lancer pour tous les opérateurs. Et c'est même Xavier qui me dit, c'est malin, parce que ces services que tu as développés chez Free ont du sens aussi chez les autres opérateurs. Et donc, je crée cette application télé. Une semaine avant le lancement de cette application télé, j'ai une personne qui s'appelle David Bérébi qui m'appelle, qui bosse toujours chez Prisma Media, et qui me dit, Adrien, on aimerait discuter avec toi. On a une application qui s'appelle Télé Loisirs, qui n'est pas un gros carton d'audience par rapport à Télé 7 jours, et on aimerait rajouter de l'innovation dedans. Est-ce que tu peux nous aider ? Et là, grosso modo, à une semaine du lancement de mon application mobile, on me propose de mettre la marque Télé Loisirs sur l'application que j'avais développée. Mais comment il a su que tu développais ça si tu l'avais pas encore lancé ? Il n'en savait rien. Un pur timing. Pur hasard, quoi. Pur hasard. Il t'a dit il a besoin de quelqu'un pour innover, ton nom est sorti. Ton nom est sorti parce qu'on a vu tout ce que tu avais développé chez Free. Alors moi j'ai juste une petite question avant que tu parles de ça. T'avais pas une clause d'exclusivité avec Free parce que tu avais développé ça pour Free? Rien du tout. Ok. Rien parce du que, tout. Et encore parce une que fois, tu vois, vu qu'il te faisait bosser sur des projets d'innovation pour Free, il aurait pu se dire au moins ça reste pour Free, tu vois. Alors tout ce qu'on développait, nous, était au-dessus de la box. L'IP de la box reste à Free, il n'y a pas de sujet. Encore une fois, en France, de toute façon, tu peux pas protéger un concept. Tu dois protéger une avancée. Tu peux pas protéger un concept ou une idée.
l'enveloppe solo ne sert à rien, hein, qu'on se le dise. Tu peux pas aller protéger le fait qu'une télécommande devienne un smartphone. C'est pas possible. Donc voilà. Mais non, au contraire, Xavier est le premier à te dire tout ce que tu fais, tu dois le développer et le diffuser au plus grand nombre. C'est vraiment sa mentalité, ça. Ça va jamais être le mec qui va te dire ce que tu fais là, il faut le verrouiller, il faut le bloquer. Non, il faut diffuser, faut trouver un maximum d'utilisateurs et d'usages. Très clair. Donc, David Bérébi vient et me dit, voilà, est-ce que la marque Télé Loisirs, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la marque Télé Loisirs? Le hasard est quand même fou dans ton histoire là, quand même. Il contacte une semaine avant que tu lances, pardon. Ouais, le hasard, le timing est fou. Donc je me retrouve à aller à Gennevilliers, rencontrer les équipes de Prisma Presse, parce qu'à l'époque ça s'appelle Prisma Presse, et je leur dis voilà le projet que moi j'étais en train de développer. Si vous voulez, j'ai bien réfléchi, on met la marque Télé Loisirs dessus. Pourquoi? Parce que j'ai cette conviction que le meilleur produit s'accompagne souvent d'une marque forte. Tu fais un super produit, tu l'appelles Free, ça cartonne. Tu fais un super produit, tu l'appelles Ouin Ouin, ça marche moins bien. C'est aussi la réalité. Entre la qualité du produit et le marketing. Exactement. La confiance que tu as pour les marques. Ça, c'est l'anecdote que j'aime citer. Les Français n'aiment pas leur banque, mais les Français ont confiance en leur banque. Les Français aiment les fintechs, mais n'ont pas spécialement confiance aux fintechs. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est ce que tu dis, si la fintech fait faillite, tu ne retrouves plus jamais ton argent. On en reparlera après. Ouais. Donc, tu vois, l'importance de la marque est super clé. Et donc, je me dis, OK, Télé Loisirs plus beaucoup d'innovation, plus une super expérience utilisateur, ça va marcher. On lance le produit genre début décembre 2011. Et fin décembre 2011, Télé Loisirs devient la première application mobile en France. C'est-à-dire l'application qui a le plus d'utilisateurs chaque jour. C'était quoi Télé Loisirs déjà? C'était pour voir les programmes télé, tout simplement. Il y avait aussi Programme TV dans l'application, parce que moi j'avais celle-là. Programme TV, c'est Télé Loisirs en fait. Ah, c'est Télé Loisirs en fait. Quand tu tapes programme-tv.net, derrière c'est Télé Loisirs. Ok. Voilà. Ça, on parle de référencement, là, un peu plus ton domaine. Ouais. Ils avaient acheté à l'époque ce site qui était programme-tv.net pour quelques centaines de milliers d'euros pour améliorer le référencement, mais derrière c'était Télé Loisirs, la marque Télé Loisirs. Donc, le nom de domaine de Télé Loisirs était programme-tv.net. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de faire un partenariat avec toi, du coup, sur ta solution avec moi, Télé Loisirs? j'apportais toute la brique tech, c'est-à-dire l'enregistrement à distance de la télé, tous les services que j'avais développés un peu à travers Frigo. Ok. Voilà. Et donc, et surtout, de rajouter les briques Orange et Bouygues et SFR. Ok, et alors c'est quoi l'association du coup? En gros, c'est quoi le deal que te propose Prisma? C'est de te racheter ta solution dès le début avant de lancer? Non. C'est genre on fait 50-50? Non, Prisma, en gros, je leur facture des licences d'utilisation. Voilà. Donc c'est un modèle où j'ai en gros un client, je leur facture une grosse licence annuelle en fonction de résultats réalisés par l'application. D'accord, une espèce de contrat à la performance. Ouais, exactement. Et plutôt faire quoi. Autant te dire, ça a super bien performé, Télé Loisirs. Et ils me rachètent le 1er avril 2015. Combien de temps après, du coup Je t'ai dit, on lance l'appli en décembre 2011 et on est racheté en avril 2015. Donc là, c'est ta première exit en tant qu'entrepreneur? C'est ma première grosse exit. J'ai, avant cette aventure ou en parallèle, vendu déjà des logiciels ou des bouts de société. J'ai participé à la création d'une boîte de VTC qui s'appelait Drive. Ok, j'ai entendu ça. Tu peux raconter l'anecdote sur cette application? C'est pas cette application où il y a une offre de rachat qui a été refusée par les fondateurs? Si, mais pas moi. Moi, j'ai pas refusé. Et cette histoire est dingue parce que je trouve c'est un apprentissage énorme. C'est un peu symptomatique de ce qu'on voit passer pas mal dans la tech actuellement. J'ai cru comprendre effectivement que les fondateurs... Moi, j'étais actionnaire et j'avais développé avec mon équipe toute la brique IT. Du coup. Donc, tu n'es pas juste investisseur, tu as fait la brique technologique du produit. Exactement, j'ai aussi cofondateur. Et donc, c'est toi qui faisais la géolocalisation pour le chauffeur Les applications, côté chauffeur et côté utilisateur. Donc, toujours sur la partie tech innovation, en fait. Moi, c'est le produit. Et donc, de ce que j'ai compris, une des sociétés un peu tradies de la place, qui confie des courses, des chauffeurs, etc., avait fait une offre de rachat de l'ordre de quelques millions d'euros. Et les fondateurs avaient refusé en l'estimant trop basse, trop faible par rapport à ce que faisait un Uber ou un chauffeur privé en termes de valorisation. Et l'histoire fait que moi, je n'étais pas en phase avec les autres cofondateurs. Je leur avais demandé de racheter mes parts. Ils les avaient rachetées pas très cher, mais c'était déjà énorme parce que, en gros, 6 à 12 mois après, la boîte fermait.
Ok. Toi, en tout cas, par contre, tu étais sorti avant. Moi, j'étais sorti. Donc, c'est un bon apprentissage. J'avais pris. Vaut mieux prendre un petit peu. Vaut mieux 1 que 2, tu l'auras. Non, mais franchement, vaut mieux prendre un petit peu que tout perdre. Et ça, il y a trop peu de gens qui le comprennent aujourd'hui. C'est Warren Buffett qui dit il s'est toujours enrichi en sortant trop tôt de ses positions. Plutôt que d'attendre le maximum, après, parfois, il faut savoir sortir plus tôt. J'ai une anecdote marrante là-dessus aussi. C'est le patron d'une business unit dans une banque privée qui demande à ses gestionnaires de lui donner le nom des personnes qui perfent mieux que ces brokers et traders. Donc les traders sortent une liste de 10 noms. Ils disent lui il a surperformé, lui aussi, lui aussi. Et donc le boss leur dit mais ils ont quoi dans leur portefeuille ces gens-là? Lui il a du Microsoft, lui il a du Google, lui il a du Apple. Et donc le boss dit mais pourquoi ils sont pas sortis? Je comprends pas parce que là ça fait 30 ans, 20 ans, 15 ans qu'ils gardent leur truc. Et ils regardent, ils appellent le premier. Bonjour, on aimerait savoir pourquoi vous n'êtes pas sorti de vos positions sur du Google alors que vous les traînez ou du Apple depuis X temps. Mais vous savez que mon père est mort depuis 15 ans. Donc en gros, les mecs qui surperforment, c'est des gens qui ont des titres tech qui sont morts parce qu'effectivement, ils avaient oublié quoi, le portefeuille. Quoi. Imagine, tu achètes du Apple à ses démarrages versus ce que ça vaut aujourd'hui, le multiple que tu fais, c'est surréaliste. Mais oui, en gros, ceux qui surperforment, qui font des choses de folie, ils sont morts. Donc c'est le contre-exemple de sortir trop tôt. Il n'y a pas de recette de toute manière. Non, il n'y a pas de recette bien évidemment, mais encore une fois, mais quand même dans la tech, il ne faut pas être trop gourmand. À un moment, il faut connaître ses limites et savoir s'arrêter plutôt que de vouloir être trop gourmand et finir en RJ. Je suis d'accord parce que quand tu es trop gourmand, tu peux tout perdre. Or, quand tu as un gain, ça sera toujours un gain. Mais voilà, ce qui est sur ton compte est sur ton compte. Et tu regrettes jamais un gain. Non. Alors que quand tu perds tout, là, tu peux vraiment... Tu peux avoir les boules d'être sorti en te disant le truc aurait pu faire plus grand. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois d'être accompagné par Xavier. Il venait de faire une belle exit, ou un bel exit, je sais pas. Et il avait un peu les boules en disant j'ai fait un beau multiple, genre x15, mais je pense objectivement que cette boîte avait la capacité de devenir beaucoup plus grande. Bon, la boîte en question a été rachetée par un géant américain. Il l'a fermé il n'y a pas très longtemps. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais effectivement, on aimerait avoir des géants européens, des géants français. Et parfois, on se dit, une vente trop tôt, peut-être qu'on n'a pas vu venir le prochain Google ou le prochain Meta. Après, ça dépend où tu en es dans ta vie, je pense aussi. C'est-à-dire que si tu as déjà fait 3 exits et que tu as 100 millions d'euros sur ton compte, c'est plus facile de pousser quelque chose plus loin que quand tu es ta première boîte où tu as besoin de te sécuriser, tu vois. J'ai eu 2 propositions de rachat sur Manager One. Que tu n'aurais peut-être pas refusé il y a 20 ans. Ou il y a 10 ans. Alors, j'aurais très clairement pas refusé en 2015 quand je vois ma première boîte, ça c'est évident. Que j'aurais peut-être pas refusé aujourd'hui parce que ma situation personnelle a changé. J'ai aujourd'hui 3 enfants. Quand tu as 3 enfants versus tu es célibataire, tu vis tranquillement avenue Victor Hugo et tu viens de vendre ta boîte, c'est pas pareil. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Tu ne réfléchis pas de la même façon. Donc le personnel va influencer énormément tes décisions sur le pro. Et alors du coup, donc une fois que tu refais ta revente à Prisma avec tes loisirs, après tu lances Manager One directement, c'est ça le prochain projet? Et ouais, très rapidement, je comprends que je ne vais pas m'éterniser chez Prisma Media, grosse boîte, gros process, cycle de décision beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Je suis profondément attaché à l'autonomie, à l'indépendance de mes équipes, à leur façon de travailler. Et donc, je commence déjà à réfléchir à l'étape d'après. Et finalement, le point commun de toutes tes aventures entrepreneuriales, le point commun et le point de départ, c'est le compte bancaire. Tu veux créer une boîte. C'est le premier truc. Peut-être avant les statuts, non, faudrait voir, mais... T'as pas le choix. Ton compte bancaire... Obligatoire déjà. Est obligatoire, tu vas devoir faire un dépôt de capital. C'est le point de départ. Avant même d'enregistrer ta société, tu as raison. Parce que pour enregistrer ta société, tu dois envoyer au greffe l'attestation du dépôt de capital. Voilà. Donc c'est presque la première étape. Presque la première étape. Presque la première étape. Donc tu vas faire ton dépôt de capital. La banque va probablement te demander les projets de statut.
même c'est sûr, Ouais. par en connaissance de cause, tes justificatifs de domicile, tes infos perso, etc. Donc tu vas faire ton dépôt de capital et après tu vas donner tout ça au greffe et tu vas être immatriculé. La réalité, c'est qu'en 2015-2016, pour ouvrir un compte bancaire, même si tu ne veux pas de financement ou de découvert, c'est un parcours du combattant. Mais vraiment. Les banques traditionnelles sont frileuses à t'ouvrir un compte bancaire, même si tu ne fais pas de financement, même si tu ne fais pas de découvert, c'est compliqué. Et finalement, le postulat de départ, quand je veux créer Manager One, c'est de dire rendons simple l'entrepreneuriat. Ça a évolué un petit peu depuis le lancement de Manager Bien One, sûr, bien ou sûr. c'est toujours aussi galère? Non, ça a évolué, Parce que moi, c'est vrai que les banques parfois me saoulent un peu parce que tu vois, je lance plein de boîtes parce que je suis entrepreneur et souvent on me dit envoie-moi les derniers statuts, les trucs. Enfin, tu vois, ils te demandent des justificatifs, déjà, mais en soi, ça change rien. Pas chez nous. Déjà, ouais. Bah, tu vois, ça me simplifierait bien la tâche. Mais bien sûr. Mais on parlera après de la notion de confiance dans les fintechs, etc. Parce que c'est un vrai sujet parce que les banques, je crois, te garantissent 100 000 euros, donc c'est pas beaucoup plus à mon avis qu'une fintech, mais Alors, c'est pareil. Parce que pareil. certaines fintechs vont être adossées au même fonds de garantie. Hein. Ok. Et aujourd'hui, la moitié des fintechs ont été rachetées ou ont disparu et ont exactement les mêmes garanties. Voilà. Après, c'est pour les fraudes, j'imagine que les banques te demandent tous ces justificatifs-là, non? Pour pas Oui, que tu aies une fausse société immatriculée avec un compte, tu vois. Et Pourquoi elles sont aussi chiantes, du coup, finalement, les le banques sujet traditionnelles numéro 1, c'est ce qu'on appelle LCBFT, lutte contre le blanchiment, financement, terrorisme. Tu veux surtout pas te retrouver à avoir des clients qui sont mêlés à ça. Parce que là, c'est un vrai calvaire pour une banque en termes de monitoring, de suivi réglementaire, etc. Une banque, son job, en gros, c'est de faire des reportings, pour être simple et méchant, et de la surveillance. Donc, à l'entrée, tu es ultra vigilant. Tu essayes de ne pas prendre n'importe qui, parce que si tu prends n'importe qui, c'est beaucoup de travail à réaliser par la suite. Voilà. Donc, écoute, à l'époque, quand on se lance, il y a encore très peu d'acteurs, et l'ouverture d'un compte est encore très compliquée. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que tu as pas mal d'acteurs sur le marché. L'accès au compte, c'est vachement démocratisé avec des Revolut, des N26, etc. Donc, c'est quand même vachement plus simple. Nos confrères font vachement bien le boulot également. Donc, ça s'est simplifié. Et les banques tradis ont quand même conscience que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché et qu'il fallait être un peu moins pénible sur certains sujets. Disons qu'elles étaient très chiantes avant et que maintenant elles sont chiantes. Non, elles font leur boulot. Okay. Objectivement, elles font leur boulot. On ne peut pas dire qu'elles sont chiantes. Elles font leur boulot et elles ont raison de le faire parce que, encore une fois, tu peux t'exposer à des clients qui vont être très pénibles. Tu te lances en quelle année sur Manager One? On lance l'offre le 5 juillet 2017. 5 juillet 2017. Est-ce que tu as... Pardon, vas-y. Je rencontre la famille Wormser en 2016. Alors, un peu la jeunesse de Manager One. Ouais. Donc, je comprends très rapidement chez Prisma Media que je ne vais pas m'éterniser chez eux et que je vais partir sur un nouveau projet. Et donc, je me dis, OK, allons créer la banque en ligne que j'aurais aimé avoir, moi, en tant qu'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, je me rapproche de ma banque. Je me dis, je vais aller proposer ce projet à ma banque et le construire avec eux. En l'occurrence, la BNP. Putain, c'est OK. Donc, je vais voir les équipes de Baudouin Pro. C'est la plus grosse BNP. C'est la plus grosse. Je vais voir les équipes de Baudouin Pro. Je vais voir les équipes innovation de la BNP. Et je leur propose ce projet de créer une banque en ligne pour les professionnels. Ils me disent, écoute, il nous faut 24 mois pour intégrer ce projet à la roadmap. Mais attends, mais qui sait comment tu vas voir la BNP comme ça? Parce que toi, tu dis ça avec une simplicité, mais... Je suis client de la BNP. Ouais, t'es un client, mais... Je suis client de la BNP, mais... je viens de faire un exit, j'ai beaucoup d'argent à la BNP, c'est beaucoup plus facile. D'accord, ok. Donc, tu as accès, parce que pour avoir accès au directeur de... Enfin, je connais même pas le poste, la personne qu'il faut aller voir dans ton cas. C'est quoi la personne qui s'occupe de ça? Là, j'avais vu la directrice de l'innovation. La directrice de l'innovation. J'avais vu la directrice de l'innovation, un responsable, un DSI, etc. Donc, je vais les voir, je leur présente le projet. Et là, je comprends qu'avec la BNP, ça ne va pas le faire parce qu'ils sont trop longs. Bonnes équipes, mais temps de réaction trop long. Donc, plan B, je me dis, je vais aller faire proposer cette solution à HSBC. Attends, la solution, c'est Manager One, c'est-à-dire la possibilité d'ouvrir un compte rapidement. C'est-à-dire tout l'outil qui est au-dessus de la banque. Toute l'interface, toute la console client, toutes les applications mobiles. J'avais déjà développé tout ça. L'interface client pour connecter, pour voir son solde, les débits. Faire les virements, les prélèvements, les opérations. J'avais déjà tout ça en tête. Je savais ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire en termes d'interface. Donc, je leur présente. HSBC, je leur présente. Ils sont fans du projet. Je repère au sein du COMEX un mec jeune et brillant qui s'appelle Sébastien. Je lui présente le truc. Il valide et il essaye de le porter. Il n'y arrive pas. Il me dit, Adrien, c'est d'une complexité infinie chez HSBC. C'est long, c'est complexe.
Les décisions entre Hong Kong, Paris, Londres, Singapour, on s'en sort pas. Ça veut dire quoi, porter le projet? Quand on porte le projet, il était un peu sponsor au sein d'HSBC. Mais ça veut dire que quand tu t'associes à une banque, c'est-à-dire que ça serait elle qui gère les finances. Je vais y arriver sur le fort. Mais oui, l'idée était d'avoir un partenaire bancaire qui faisait la tenue de compte. La tenue de compte, c'est-à-dire avoir tes dépôts, gérer tes dépôts, porter le risque des clients, la compliance, le support. Et moi, je suis un éditeur de logiciels. Et c'est mon cas aujourd'hui. Je suis un éditeur de logiciels. Tu pouvais pas lancer ça tout seul? Alors, pour lancer ça tout seul, tu as 3 solutions. Enfin, 2 solutions. Parce que la troisième, c'est s'adosser à une banque. C'est d'aller t'adosser finalement à un BaaS, type Trésor, Solaris, des acteurs comme ça. C'est quoi ça, pardon, excuse-moi, je ne connais pas. Ça, en gros, c'est des acteurs qui sont spécialisés dans la fourniture de services bancaires. Banking as a service. Okay. Donc, ils viennent et ils te disent, moi, je fais ta tenue de compte. C'est pas ils ont des licences bancaires, mais ils n'opèrent pas comme des banques. Ils vont fournir ces services bancaires à des tiers pour construire des services au-dessus. Okay. Donc, la première solution, s'adosser à un BaaS. Mais le problème, c'est que les BaaS en question étaient établissements de monnaie électronique ou établissements de paiement et ne te permettaient pas de faire l'intégralité des services que j'avais en tête. En l'occurrence, l'ouverture de compte, les attestations d'augmentation de capital, les comptes séquestres, etc. Deuxième solution, tu vas chercher ta licence. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Tu deviens organisme financier, quoi. Tu deviens établissement de crédit ou établissement de paiement. Donc, tu vas chercher ta licence. On a eu un acteur en France qui a été chercher sa licence. Voilà. C'est Conto, non? Non, eux, ils sont établissements de paiement. C'est Memo Bank, qui s'appelait historiquement Trust BK, puis Margo Bank, puis Memo Bank. Ouais. Et ça, c'est long. Ça prend du temps d'aller chercher sa licence au risque d'arriver après la bataille. Parce que mine de rien, tu sais, ça prend du temps de s'installer dans l'écosystème, d'avoir la confiance de tes clients. Ça se construit une image. Et c'est quoi l'avantage d'avoir sa propre licence versus toi, le modèle que tu as fait par exemple? Écoute, l'avantage d'avoir sa propre licence, c'est que tu opères à la vitesse que tu veux, tu lances les services que tu veux, les produits que tu veux. Tu n'as pas de limite, mais avec les risques que cela comporte. Quand tu t'adosses à une banque, nous c'est le choix qu'on a fait, on s'est adossé à une petite banque familiale et indépendante qui s'appelle la banque Wormser Frères. Je la connaissais pas, cette banque. C'est une banque indépendante. C'est une des dernières banques familiales qui existent en France. Okay. Il y en a 4, 5 peut-être. Et donc, on bosse avec eux depuis le démarrage. Cette banque existe depuis 1936. Ils sont solides. Tu vois, les gens, quand ils voient Manager One, ils ne voient pas Banque Wormser Frères. Mais ce qu'il y a derrière Manager One, c'est une banque établie en 1936 qui a des bilans solides, et cela depuis des dizaines d'années. Qui a exactement la même licence qu'une banque type BNP, qui est bien sûr moins systémique, c'est évident, mais qui est solide. Et qui suit la réglementation régulièrement, qui est aux normes. Exactement. C'est-à-dire que moi, si j'avais été à ta place, j'aurais préféré m'adosser aussi à une banque historique, parce que avoir sa propre licence, il y a des contraintes réglementaires. C'est-à-dire que, ok, tu es plus libre, mais le contre-coup d'être plus libre, c'est que si tu fais un faux pas, on te tape dessus, quoi. Bosser avec la caisse d'épargne est un gage de confiance énorme, c'est évident. Moi, j'aurais lancé le produit Manager One au-dessus de la caisse d'épargne en disant Manager One by caisse d'épargne. C'est un raz-de-marée en termes d'usage, c'est évident. Voilà, la réalité, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le gage de confiance quand il s'agit d'argent est super important. T'as pas envie de mettre ton argent n'importe où. Et d'ailleurs, en tant que client, on va dire classique, on n'est pas rassuré aujourd'hui en sachant que les banques garantissent 100 000. Alors, il y a peu de gens qui ont plus de 100 000 euros en banque, à mon avis. Mais rien que si tu as 200 000, tu n'es pas rassuré en réalité. Effectivement, ce qui est au-dessus de 100 000 euros n'est pas garanti. Voilà. Donc, potentiellement, tu peux perdre ce qui est au-dessus. Après, alors qu'un appartement, ça, toi, c'est de la pierre, ça t'appartient. C'est de la pierre, on ne peut pas te le prendre. Voilà. Pas te le prendre. Ça dépend des pays, c'est arrivé. Ça dépend des pays. Mais quand tu es en France, c'est les avantages d'être en France. C'est ton titre de propriété. Donc, mais voilà. Aujourd'hui, donc chez Manager One, un client Manager One va avoir les mêmes garanties qu'un client BNP. C'est exactement les mêmes garanties. Il va avoir les mêmes assurances, les mêmes garanties. Est-ce que tu as conscience, parce que moi c'est ça qui m'impressionne dans ton parcours, alors tu as fait une première exit, etc. Mais lancer une banque, si on peut dire comme ça, une fintech, une banque,
c'est concrètement peut-être l'un des exercices les plus complexes. On sait que les banques de détail ne gagnent pas d'argent sur le détail et qu'elles gagnent de l'argent sur autre chose. Donc tu te lances un peu dans un truc genre compliqué. Est-ce que tu en as conscience dès le début ou pas? C'est pas commun, on va dire, de dire je vais lancer une banque, tu vois. Écoute, je me rends compte un peu plus chaque jour du parcours qu'on a effectué. Effectivement, si je me remets 7 ans en arrière, je me dis on a fait un parcours de fou. Et ça, grâce aussi avec la banque avec qui on bosse. On bosse avec la banque Wurmser, principalement avec Marc Wurmser, qui est aujourd'hui directeur général de la banque. Quand je l'ai rencontré, il avait 30 ans. Aujourd'hui, il en a 37. On a grandi un peu ensemble. On a fait grandir ensemble ce produit qui est Manager One. On a été super bien accompagné par la banque. Et mon éducation financière s'est faite à travers lui. Il a aussi appris beaucoup de choses, parce qu'on a créé plein de services et on ne cesse aussi de les challenger. Donc, forcément, eux-mêmes apprennent. Mais cet accompagnement a fait qu'on arrive à créer aujourd'hui un truc solide. Parce que c'est clé aussi. Effectivement, tu n'as pas beaucoup de fintech qui ont atteint l'équilibre au bout de 3-4 ans, qui ont réussi à trouver un modèle un peu solide, qui ne vont pas aller sur des délires d'hypercroissance, mais une belle croissance est déjà jolie. Voilà. Et ça, on le doit franchement à notre partenaire bancaire. Il nous a appris plein de choses. Parce qu'on sait bien que les banques en ligne, déjà la banque de détail, on sait que les banques, est-ce que tu peux me confirmer ça, ne gagnent pas d'argent sur ça? C'est-à-dire sur le particulier. Alors attention, c'est pas si simple que ça, parce que sur la banque de détail, tu vas avoir des dépôts. Aujourd'hui, ces dépôts sont rémunérés, ce qui n'était pas le cas avant. Tu vas avoir, à travers cette banque de détail, du crédit qui rapporte de l'argent. Donc c'est plus complexe que ça. Tu as effectivement une masse critique à atteindre. Si tu ne l'atteins pas, tu ne gagneras pas d'argent. C'est le cas d'un HSBC qui n'a jamais atteint sa taille critique sur le marché français, sur le particulier et le retail. Et ça a été très compliqué pour eux. Mais grosso modo, quand tu atteins ta taille critique, ça le fait plutôt bien. Okay. Mais du coup, sur la taille critique, qu'est-ce que tu entends par taille critique? C'est-à-dire qu'une banque, en gros, a besoin d'atteindre un certain nombre de clients pour pouvoir être rentable. Et avant ça, du coup, il n'y a pas de rentabilité. C'est comme nous au démarrage. On a été lever un peu d'argent au démarrage parce que tant que tu n'auras pas un certain nombre de clients, atteint un certain montant de transactions, etc., tu n'as pas de modèle. Et si tu multiplies par 10, 100 ta masse salariale, tu dois multiplier par 10, 100 tes métriques pour t'y retrouver. Donc oui, c'est clé d'avoir une acquisition suffisante pour atteindre cette fameuse taille critique qui te permet d'atteindre un équilibre. Et du coup, ça reste un pari fou pour moi dans le sens où il faut avoir une tech solide, il faut avoir beaucoup d'utilisateurs. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu réalises que tu fais un pari fou à ce moment-là? D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une banque en ligne, une fintech qui gagne vraiment de l'argent en ligne? Écoute, parce qu'il y a eu beaucoup de levées de fonds, etc. Donc, il y a eu des valorisations assez fortes. Je pense que l'intérêt, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est un secteur qui est prisé, où les valorisations sont fortes. Voilà, est-ce qu'il y a des banques en ligne qui gagnent de l'argent aujourd'hui? À part nous, j'en connais pas. Ok. Objectivement, voilà. À part nous, j'en connais pas. J'ai été regarder 2-3 rapports, les 2-3 infos qui sont disponibles. Non. Voilà. À part nous, donc, du coup, personne ne gagne de l'argent. C'est en ça que c'est un pari fou. C'est un pari fou, mais c'est comme toute aventure entrepreneuriale. Quand tu crées ta structure, tu peux pas savoir à l'avance que ça va fonctionner. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'une banque en ligne, et c'est pour ça que voilà, c'est inspirant parce que, voilà, moi, je m'y serais pas aventuré, tu vois, dans le sens où il y a un niveau de difficulté. Alors, comment tu as fait du coup? Alors, toi, comment tu fais pour être rentable? On va revenir au début. Combien vous êtes de fondateurs? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse? Ouais. Qui t'a fait rentrer à ton capital au début? Okay. Parce qu'il y a 2 éléments aussi qui sont forts chez toi. C'est que après avoir donc été un petit peu en vitesse de croisière, tu aurais pu lever massivement des fonds quand l'argent était, on peut dire, gratuit, parce que les taux directeurs étaient très bas. Donc concrètement, il y avait beaucoup de fonds sur le marché. Tu aurais pu surfer sur cette vague-là, faire une énorme levée de fonds, comme beaucoup l'ont fait sur des valorisations énormes. Et 2, tu as aussi refusé de vendre la boîte à des gros montants, alors qu'avant, tu me disais, il vaut mieux 1 que 2, tu l'auras.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment atypique un peu comment tu développes Manager One, je trouve. Concrètement. Bon. Donc il y a un côté un peu fou fourrieux, pardon. Complètement, hein. C'est ce qui me vaut quelques insultes de Xavier Niel de temps en temps en me disant mais il faut faire comme les autres, il faut aller prendre l'argent, il y a du cash sur le marché, etc. Dans le fond, il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant de ne pas avoir pris... parce que dans ton secteur, il faudrait voir les levées de fonds, mais la plus grosse que j'ai en tête, je crois que c'est Conto sur le dernier tour, qui est une levée de fonds énorme. Délirant. Sur une valorisation qui est monstrueuse. Voilà. Et puis, j'ai plus les autres en tête. Memobank aussi, je crois. Il faudrait que je regarde, mais j'ai pas en tête le montant levé. Voilà, donc toi, t'as le développé comment au début? Vous êtes combien de cofondateurs? C'est quoi un petit peu Au démarrage, on est 4 cofondateurs. Une équipe qui se connaît déjà parce que 4 personnes qui bossaient ensemble sur Télé Loisirs. Il y a des freenotes ou pas dans l'équipe? Parce que tu as dit on était une communauté pour les 4 étaient freenotes à l'époque. Okay, les 4 étaient freenotes. Aujourd'hui, il y en a peut-être un ou deux qui sont passés du côté obscur, mais à l'origine, les 4 sont freenotes, bien évidemment. La question se pose même pas. Okay. Et donc, on finit cette aventure qui est Télé Loisirs Recatch. Et donc, on cofonde cette banque en ligne qui est Manager One. Et on crée la boîte assez tard, précisément en septembre 2016, parce que c'est inutile de créer la boîte si on ne sait pas avec qui on va bosser pour gérer la partie bancaire. Et on le sait fin 2016 qu'on va bosser avec la banque Wurmser Frères, et donc j'immatricule la société un peu avant, parce que voilà, on sait déjà qu'on va bosser avec eux et contractualiser avec eux sur cette partie tenue de compte de leur côté, et nous, éditeurs de logiciels. Et donc je cofonde cette structure. Je fais rentrer un proche très tôt dans l'aventure. Je lui donne quelques pourcents parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer la banque Wurmser Frères. Voilà. La banque Wurmser Frères rentre au capital, petit actionnaire. Il y a des gens qui pensent que c'est une filiale, etc. Non, la banque Wurmser Frères est un petit actionnaire de ma structure. Et donc, dès le départ, on sait que... potentiellement, un jour, on irait chercher notre agrément, ou on serait racheté, ou l'aventure serait avec une autre banque, etc. Donc, dès le départ, c'était normal de les faire rentrer au capital, parce que si un jour, on partait de façon indépendante vers d'autres aventures avec d'autres partenaires, c'était normal qu'ils en profitent. Donc, d'un point de vue capitalistique, j'en suis là. Vous avez la majorité avec vos 4... Avec mes 3 cofondateurs et on a plus de 80% de la boîte. Plus de 80% de la boîte. Donc la banque Wurmser Frères. Et vous avez levé combien du coup pour au tout démarrage de l'aventure, on lève 2 millions d'euros. On lève 2 millions d'euros sur une valo de 10 millions d'euros. C'est déjà énorme. Créer une boîte qui fait 0 € de chiffre d'affaires, lever 2 millions d'euros sur une valo de 10 n'a aucun sens. C'est n'importe quoi, je le dis. Tu vois, quand tu as des mecs qui lèvent sur des valos supérieurs à 3 milliards, que leur boîte valent autant que M6 plus TF1 plus BIC, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ça n'a aucun sens. Le marché est parti en couille, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, on lève... Mais c'est ça qui est fou chez toi, c'est que il faut certes avoir le flair de se dire que le marché est en train de partir en couille, mais il faut aussi faire le pari de refuser de l'argent à un moment donné, pour qu'ensuite, aujourd'hui... Quand on voit le retournement de situation, quand tu vois des boîtes qui sont fait valoriser par exemple 3 milliards et qu'il y a un retour de marché, en fait la boîte vaut plus que 300 millions, mais que tu as levé 300 millions à la base, t'es un peu le bec dans l'eau. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un pari couillu. Je connais peu d'entrepreneurs, en tout cas, qui auraient. Il y en a qui ont de l'argent sur leur compte, qui vont leur permettre de développer des choses ou de tenter des choses. Fine. Il y en a qui ont levé beaucoup d'argent, mais cet argent a un coût. C'est la réalité aussi. Quand tu te tapes des clauses de liquidation préférentielle, quand tu te tapes des clauses qui sont compliquées de sortir avec un certain timing, ou quand tu sais que le fonds a une durée, ça va être un cauchemar pour certains. Donc regarde, c'était la fête en 2021 et 2022, en 2026 et 2027. S'ils existent encore, ces acteurs-là vont prendre cher. Il y a des gens qui parlent d'un bain de sang dans la tech, même autour dans la French Tech. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On voit les liquidations se multiplier. Mais le bain de sang, là, on est au début voilà. On est au début ça va du être bain assez, de sang. apparemment, ça va être assez. On est au début du bain de sang. Brutal. Il y a une certaine omerta. On ne présente pas ça comme un bain de sang. Mais moi, je le vois. J'ai des candidats qui viennent de plein de boîtes du Next 40, ce qui n'était pas le cas. Moi aussi. Je suis une toute petite boîte.
Et ces gens-là viennent chez moi en acceptant de baisser leurs prétentions salariales. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fait dégager du jour au lendemain parce qu'ils étaient en période d'essai et que l'intégralité de la boîte a viré tout le monde, toutes les personnes qui étaient en période d'essai. Mais ce qui est génial, je trouve, c'est que ça assainit le marché parce que justement, moi j'ai recruté un CTO il y a pas longtemps et comme ils avaient des boîtes qui avaient levé fortement sur des valos délirantes, en fait, ça a fait rendre un peu aussi délirant les grilles de salaire. Donc toi, quand tu es une boîte un petit peu où tu essaies de gérer ton PNL, tes marges, etc., tu avais du mal à recruter face à ces boîtes-là. Et là, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on les revoit revenir sur le marché. Et donc, du coup, tout le monde aussi a compris l'intérêt d'être dans une boîte qui grandit sainement parce qu'au moins, tu peux t'inscrire dans la durée avec des bases saines. C'est un vrai changement de paradigme et de mentalité. Clairement. T'avais des mercenaires, faut le dire, t'avais des mercenaires. Et t'as des mecs qui reviennent un peu les pieds sur terre en disant, bon, bah finalement, je suis mieux à 10K de moins dans un truc qui va pas fermer dans 6 mois. Je vais pas gratter à tout prix. Mais t'as eu une belle bande de mercenaires parce que le marché, les conditions de marché ont favorisé ça. Mais c'est génial parce que du coup, les projets reviennent au cœur de l'attention de tous. Et c'est génial parce que si ça redonne un petit peu de la passion aussi pour des gens qui cherchent des boîtes avec des vrais projets maintenant. Et en fait, ils sont plus à 10K près sur leur salaire. Moi, c'est la première fois que je vois des gens qui regardent, enfin, qui parlent presque plus du salaire, quoi. Ce qui compte, c'est le projet aujourd'hui. Et ça, c'est génial aussi pour recruter pour des boîtes saines comme Manager One, par exemple. Le projet est que ça puisse s'inscrire dans le temps. C'est clé. Donc, j'en reviens à mon petit tour capitalistique. Oui. Donc, je lève 2 millions sur une valo de 10. On fait notre petit truc, on lance notre application en juillet 2017. Les démarrages sont très compliqués. Hein. Je ne vais pas dire que c'était merveilleux. Vous me connaissez, je ne suis pas le monsieur bullshit. Les démarrages sont très compliqués. On a beaucoup de fraudeurs, on a beaucoup de mecs qui essayent de trouver les failles du système. C'est chiant. Franchement, les démarrages sont chiants. On passe peut-être les 6-12 premiers mois à affiner le produit pour améliorer toute cette partie-là. Très compliqué. Et on lance notre carte de paiement un peu plus tard. Et ça, on en est très fiers parce qu'on est une des premières cartes de paiement à se lancer sur le marché français qui est en réel. Ça veut dire quoi ? Tu payes. En temps réel, tu as la notif. En temps réel, tu vas pouvoir justifier l'opération. En temps réel, tu vas pouvoir dire j'ai bouffé avec un tel à midi, on était 2, il y a tant de TVA, envoie tout ça à la compta. Vous êtes les premiers à avoir mis ça en place. Les premiers sur le moyen de paiement le plus innovant, on est les premiers. C'est vrai que c'est combien de temps une banque traditionnelle ? C'est 24-48 heures, non ? Parfois c'est en différé, c'est à la fin du mois, mais je te parle pas de ça. Mais je te parle sur la classique. J'ai l'impression que moi ça apparaît 24-48 heures. La BNP, si je paye, le lendemain j'ai l'info. Ou le surlendemain, ou plus tard. Mais le temps réel pour un professionnel, c'est super clé. On s'en rend pas compte. Hein. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force aussi. Hein, c'est notre carte de paiement qui a plus de 50 paramètres. J'en reviens un peu à mon ADN que j'avais chez Free. Un truc que j'ai inventé sur le marché français, c'est le justif obligatoire après une dépense, que tout le monde a repris. Je paye. Si j'ai pas justifié, la carte ne marche plus. C'est du bon sens. C'est génial ça. Pourquoi je vais donner des moyens de paiement à mes équipes si j'ai pas un peu de sécurité et de confiance ? C'est une tannée d'aller courir après une personne pour récupérer un justif. Ouais, et puis c'est une tannée encore plus quand ils n'ont pas de carte et qui dépensent et qui renvoient le justificatif au directeur financier qui se retrouve avec une pile comme ça de notes de frais. T'as toutes ces boîtes qui demandent à leurs collaborateurs à la fin d'une période, une semaine, un mois, de faire l'ensemble des notes de frais. C'est un temps fou perdu pour rien. C'est un temps fou. Donc ça, on a craqué le truc. Parce qu'on a été mettre des paramètres, des plafonds de paiement, des catégories de dépenses autorisées, des jours, des horaires, des marchands. Je peux dire que cette carte ne marche que pour Eskimos. Tu ne peux pas payer ailleurs que chez tel marchand. Donc vous êtes les seuls à faire ça aussi ? En termes de finesse de paramétrage, on est très au-dessus du marché. Mais ça, c'est possible, ça ? C'est-à-dire que je donne une carte à un collaborateur chez Eskimos et je lui dis tu peux aller acheter, par exemple, prendre un déjeuner dans ce restaurant-là. Exactement. Mais pas celui-là. Tu peux créer une carte qui ne marche qu'au Pizza Hut. Comment ça se paramètre, ça, dans l'interface ? Direct sur l'application. C'est quoi, tu mets le numéro SIRET Non, tu mets le nom du marchand ou tu mets son ID. Et voilà. Sur notre carte de paiement, on a été les premiers à faire la carte biométrique aussi. C'est-à-dire quoi ? Allez, je sors ma carte. Sur la carte. Ça veut dire que là, tu vois, tu as un emplacement biométrique. Et si tu mets ton pouce là-dessus,
bah, tu peux payer au-delà des 50 € en sans contact et tu peux payer sans faire le code PIN. C'est génial ça. Ça, c'est sympa. Ok, ça je connaissais pas. Et ça, vous êtes les seuls à faire ça. On est les seuls. Et ça là aussi, on est les seuls. Regarde, prends ton téléphone, déverrouille-le. On est la première carte de paiement qui fait aussi carte de visite. Donc si je la frotte ici, logiquement sur ton téléphone apparaît quelque chose. Alors non, mais est-ce qu'il fallait que j'active mon appareil photo? Non. Ah non, parce que là... Juste déverrouille ton téléphone. Voilà, là il est déverrouillé. Ah c'est bon. Voilà, clique dessus. Là je clique dessus. Et là tu vas voir ma carte de visite. C'est génial. Donc tu peux partager ta carte de visite, tu peux partager un projet, une vidéo, n'importe quel contenu à partir de ton moyen de paiement. Et ça, c'est assez marrant aussi. Ah ouais, d'accord. Mais là, c'est même plus... Là, on est dans le... Ok, donc on est sur une carte de crédit qui devient en fait une carte de visite en même temps. Un outil, voilà, exactement. Alors, j'ai vu dans un autre podcast que tu prévoyais aussi que ça puisse faire comme un pass Navigo en même temps. On l'a fait. Ça, vous l'avez fait? On l'a fait. C'est-à-dire que cette carte-là que tu viens de me passer, donc qui met ta carte de visite, tu peux payer aussi. Exactement. Tu as le truc le pass Navigo. Mais tu as aussi le truc biométrique pour payer en sans contact plus de 50 € et sans le code aussi. Et tu as aussi le pass Navigo dans On a été la première carte de paiement en France qui faisait aussi office de pass Navigo. On a fait une expérimentation avec Île-de-France Mobilité et on a été la première carte à proposer ça. Voilà. Donc on a fait ça pendant... l'expérimentation a duré 8 mois. On a démontré que ça fonctionnait. Maintenant, on attend des nouvelles d'Île-de-France Mobilité pour généraliser et passer à un modèle un peu plus industriel. Mais comment tu fais tout ça du coup? Qui développe tout ça? Et c'est vrai que là, on voit un peu le Adrien qui développait chez Free, on va dire toutes les nouvelles technologies. Et là, tu refais la même chose sur le Manager One. C'est ce qui m'amuse. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. C'est ce qui m'amuse. Mais comment tu fais? Parce que comment les autres banques qui sont énormes, qui sont des paquebots énormes, on font même pas un dixième de ça sur les cartes. Alors ce qui est c'est que tu es passé de, j'ai l'impression, banque en ligne aux spécialistes du paiement. C'est un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu n'as fait pas un pivot, mais que ta force aujourd'hui, c'est ta différenciation sur les cartes de crédit. Tu as raison. J'ai pas fait un pivot, mais j'ai affiné ma stratégie commerciale. En gros, si on prend ma base de clients, j'ai 10% de mes clients qui vont me rapporter 90% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Parce que ça va être des gros clients qui vont avoir beaucoup de cartes de paiement ou des besoins très spécifiques qui vont être facturés. 90% de ma base de clients sont des boîtes qui viennent ouvrir leur compte chez moi, qui font leur vie, qui utilisent mes services, qui ne me demandent pas grand-chose, qui font leur vie. Comment tu gagnes de l'argent alors sur un client qui a un compte chez toi et qui fait juste ses virements? Est-ce que tu gagnes de l'argent sur lui ou pas forcément? Tu gagnes pas d'argent sur un virement, ça te coûte de l'argent même. Tu gagnes ça te coûte de l'argent? Ah oui, moi ça me coûte de l'argent. Quand un client fait un virement, donc aujourd'hui, si tu as 10 000 clients, tu n'as pas d'autres services, ils utilisent que les comptes pour faire des virements, tu fais faillite quoi? Ah non, parce que je leur facture 30 € par mois quand même. Okay. Donc, tu as l'abonnement mensuel de 30 € par mois. Ça, c'est un premier centre de revenus. Le deuxième centre de revenus, c'est les transactions cartes. Quand toi, tu payes au restaurant avec une carte que j'ai émise, je gagne de l'argent sur la transaction. Ok. Ah oui, il y a une petite commission que le commerçant doit payer, c'est ça? Exactement, c'est la commission d'interchange. Alors, cette commission-là, tu la touches, mais tu la partages avec un autre... Non, je la partage avec la banque Wormser Frères. Ouais. Mais ça se partage entre nous et uniquement. Ça, c'est des micro-commissions, ça. Mais ah oui, mais quand tu commences à faire des millions d'euros par jour de volume de transactions cartes, même des micro-commissions commencent à faire du volume. J'ai vu dans un podcast que tu citais Xavier Niel sur la petite anecdote sur le fait que... Le 1 centime. Ouais, le 9 centimes. Donc en gros, 9 centimes, donc en gros, il avait fait 29,99 € et les autres faisaient 29,90 €. Et tu peux dire du coup ce qu'il t'avait dit là-dessus? Ouais. J'ai dit, mais Xavier, pourquoi toi, t'es pas à 29,90 comme tous les autres sur le marché? Il me dit, mais de toute façon, pour les clients, 29,90, 29,99, c'est pareil. Sauf que moi, 9 centimes fois 3 millions d'abonnés par an, ça commence à faire un paquet de pognon, en l'occurrence 3 millions d'euros. C'est dingue. Mais alors du coup, est-ce que c'est pas un peu toi de ce qu'il t'a dit là? Est-ce que tu appliques pas un peu la même stratégie sur les paiements chez les commerçants? Parce que c'est des micro-centimes par transaction. Mais est-ce que tu n'es pas en train de miser aujourd'hui sur ces micro-centimes sur un gros volume, tu vois? Pour être super transparent, à l'époque, quand on émettait des cartes, les toutes premières cartes qu'on émettait, on passait par ce qu'on appelle un chef de file. Donc là, ça va devenir un peu technique. Mais un chef de file, c'est quoi? Ça va être un acteur qui va te fournir indirectement sa relation contractuelle avec ce qu'on appelle le scheme. Le scheme, c'est quoi? C'est Visa, Mastercard et cartes bancaires. Et donc, on passait par un intermédiaire, chef de file. Nous, on était ce qu'on appelle sous-participants. Et ça ne nous rapportait pas beaucoup d'argent, les cartes. Et un jour, ce chef de file nous dit « moi, je vais arrêter mon activité. Mais on a mis 2 ans à développer le projet avec vous. Et vous nous annoncez qu'on va couper. Comment on fait pour nos clients? Comment on fait pour leur fournir de nouvelles cartes ?» Tu vois, c'est un peu violent.
Et ce chef de file, en gros, arrête son activité. Et du jour au lendemain, on a dû trouver une solution de repli. Donc la solution de repli, ça a été quoi? Ça a été de faire en sorte que la banque Wurmser Frères devienne membre principal vis-à-vis de Visa, c'est-à-dire contractualise en direct avec Visa en termes de relations, et qu'on émette des cartes directement Visa. Et ça a été la meilleure chose qui puisse nous arriver parce qu'on a divisé nos coûts par 2 et multiplié nos revenus par 4 à ce moment-là. C'est dingue cette histoire. Et on n'en avait pas conscience. C'est dingue. La réalité, c'est qu'on n'en avait pas confiance. C'est une étoile de ouf. Mais incroyable. En gros, c'est le LCL qui nous met à la porte. Comme ils ont mis à la porte 13 autres banques, parce qu'en gros, ils ont perdu leur plus gros client. Ils ont dit, on arrête toute l'activité parce qu'on a perdu notre plus gros client. C'est BNP qui avait récupéré ce gros client. Et donc, on doit trouver une solution. Et là, on se dit, plutôt que d'aller trouver encore un autre intermédiaire, on va prendre nos responsabilités. Tu es désintermédié et donc du coup tu as désintermédié. Et donc en fait sur cette histoire, en fait, il y a eu un twist qui a fait que vous avez commencé à générer des revenus intéressants sur ça. Ce qui n'était pas du tout dans le projet initialement. On gagnait quasiment pas d'argent sur les cartes, voire on en perdait parfois à cause des frais de notre chef de file. Et du jour au lendemain, on se met à gagner beaucoup d'argent sur les cartes parce que nos volumes font qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc ça a été un gros développement, mais ça a été salvateur pour nous. T'as dû grave paniquer par contre quand le chef de file t'a dit qu'il te lâchait parce que tu t'es dit tous mes clients, je vais devoir leur annoncer que les cartes fonctionnent plus. Est-ce que t'as eu peur un peu pour l'avenir de Manager One à ce moment-là? Alors, ça te fait un peu flipper, effectivement. 2, j'ai passé objectivement 3 mois de ma vie à appeler tous mes clients, à leur dire qu'il y aurait un changement de carte, à appeler pour savoir s'ils avaient bien reçu la nouvelle carte, si elle fonctionnait bien, qu'il fallait utiliser la nouvelle, que l'ancienne ne marcherait pas, etc. Moi, j'ai de la chance. Ma femme, tout le mois d'août, elle est d'astreinte à l'hôpital. Tous les ans. Donc, j'ai passé un mois d'août, tu vois, à faire du support, à appeler tout le monde. C'est toi qui as appelé les clients personnellement? Ouais, mais bien sûr, j'ai mouillé le truc. Ouais. Et il faut. Est-ce que tu as cru que ça allait concrètement, ça aurait pu être délicat pour Manager One à ce moment-là? Ça aurait pu vraiment être la merde. Donc, potentiellement, la chose qui aurait pu te mettre au tapis, aujourd'hui, te permet de générer des revenus. Ouais. Mais c'est-à-dire quoi perdre un gros client pour le LCL? C'est quoi un gros client pour le LCL? Un gros client, c'est l'administration fiscale, c'est qui te dit... Par exemple, c'est pour combien de cartes par exemple, non, c'est pas des cartes. Ça peut être ton activité de chef de file, c'est pas forcément des cartes, ça peut être de la transaction dans un certain contexte. Voilà. Donc, c'est pas forcément des cartes. Tu avais plein de banques qui utilisaient le LCL pour l'émission des cartes, effectivement. On en faisait partie. Et voilà, mais en fait, ils nous ont rendu service. Pour l'anecdote, ils nous ont sollicité un peu plus tard pour que nous gérions leurs cartes. On n'a pas gagné l'appel d'offres, mais j'aurais adoré, objectivement, pour l'anecdote et l'histoire, dire, un jour, ils nous ont dégagés, voilà, et quelques temps plus tard, on a émis les cartes pour eux. Pourquoi tu as perdu l'appel d'offres et c'est qui tes concurrents sur ce genre de secteur? Écoute, tu as quelques acteurs qui sont dans les moyens de paiement, qui font de l'émission de cartes de paiement. Pourquoi on a perdu? Ils ont leur raison. Ils ont choisi un acteur qu'ils ont considéré meilleur que nous. Okay. C'est leur choix. Ok, mais du coup aujourd'hui, est-ce que tu te positionnes comme un concurrent par exemple de boîtes comme Payfit ou Spendesk? Parce que Payfit par exemple, je sais qu'ils ont mis en place le système où tu imprimes ta note de frais pour les collaborateurs pour la mettre dans l'interface. Et Spendesk, je sais qu'ils ont des cartes aussi qui mettent à disposition des collaborateurs. Est-ce que c'est devenu des concurrents à toi alors que c'est pas des banques à la base? Alors un Payfit pas du tout, parce qu'ils vont pas fournir de moyens de paiement, en tout cas pas aujourd'hui. Un Spendesk, oui, c'est un compétiteur. C'est un compétiteur parce qu'on a un positionnement similaire sur la fourniture de cartes de paiement pour les collaborateurs, pour la gestion des notes de frais. Ça fait partie d'une des forces de notre outil, donc ouais, clairement. Par contre, tu peux pas ouvrir un compte avec Spendesk. C'est pas une banque. Non, c'est pas une banque. Effectivement, c'est en train de devenir un établissement de paiement. Je crois qu'ils ont eu leur agrément. C'est une question de temps. Et donc, tu vas pouvoir loger ton argent chez eux très prochainement. Et alors, du coup, toi, tu es en B2B uniquement ou en tant que particulier, tu peux t'ouvrir un compte chez Manager One? Non, c'est uniquement du B2B. En tant que particulier, toi, Andrea, je te conseille d'aller à la banque Wurmser. Tu vas retrouver à peu près les mêmes services qu'on a chez Manager One. Pourquoi tu fais pas de particulier chez Manager One? Écoute, c'est pas la volonté et la réalité, c'est que je considère que le particulier est moins en mode self-service que le particulier. Le particulier a des besoins de financement, a des problématiques, a besoin d'un accompagnement. Rien ne vaut l'accompagnement d'une banque traditionnelle pour les particuliers. Vraiment, c'est exceptionnel.
Sur du pro, tu as tout un tas de services. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin d'être accompagné par un agent, un conseiller pour faire un paiement au restaurant. Ça n'a aucun sens. Ni pour mettre un justificatif, ni pour faire un virement. Sur des problématiques sur mesure de financement ou d'opérations complexes, là, tu vas avoir un accompagnement et donc, tu vas être très certainement multibancarisé. Ça veut dire qu'un client, par exemple, allez, je vais en prendre un, je vais en citer un, Bash, c'est une marque de vêtements, va avoir des cartes Manager One, mais va être également bancarisé par ailleurs pour des sujets de financement. Voilà, ils vont venir chez nous pour utiliser un service bien précis et ça me va très bien. Encore une fois, je suis un éditeur de logiciels avant tout. Je fournis des services à valeur ajoutée pour faire gagner du temps à mes clients. Ils n'ont pas besoin d'être uniquement chez moi. Ils peuvent être dans 2, 3, 4, 5 banques, aucun problème. Ma cible, ma typologie cible n'est pas la boîte qui se crée et qui va venir me solliciter tous les jours. Non, la boîte qui se crée, elle vient, elle fait du self-care, elle se débrouille. La boîte un peu plus grosse, avec des problématiques sur mesure, on va essayer de l'accompagner. Mais encore une fois, l'objectif est que, peu importe la taille de la boîte, il se débrouille. Si le support client sonne, c'est qu'on a mal fait notre boulot par ailleurs sur le produit. Et donc du coup, une boîte qui est une start-up, par exemple, qui lève des fonds et vous ouvrez un compte rapidement, est-ce que ça peut devenir un client chez vous? Est-ce que du coup c'est rapide? On en a. Ouais, bien sûr. L'ouverture de compte chez nous prend 24 à 48 heures une fois que le dossier est bien instruit. Donc toi, demain, tu viens faire ta demande d'ouverture de compte. Si tu as mis toutes tes pièces correctement, le lendemain, le compte est ouvert. Ok. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui de justement pas avoir levé des fonds il y a peut-être 2 ans quand l'argent était gratuit, ou est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix-là? Et sur quel valo tu penses que tu aurais pu lever des fonds avec Manager One à ce moment-là? Écoute, c'est très difficile de répondre à la question de la valorisation à laquelle j'aurais pu prétendre parce que c'était n'importe quoi. Ça pourrait être 50, 100, 200 millions. Quand je connais mes résultats aujourd'hui et que je vois les résultats de mes concurrents, le truc n'avait aucun sens. Mais tu as des concurrents qui ont levé, par exemple, sur des valos, par exemple, je sais pas, plus d'1 milliard, mais qui perdaient, par exemple, des dizaines de millions d'euros. Donc, comment se faisait la valo? Alors, la perte n'était pas un facteur déterminant dans ces opérations. Mais comment tu valorises une boîte, une fintech, une banque comme toi? Parce que finalement... Tu valorises quoi? Tu valorises la croissance. Donc, tu passes de 100 à 300. Tu valorises la croissance. Tu valorises le potentiel d'internationalisation. C'est ce qu'ils vendent aussi, au fond. Tu valorises l'équipe. Tu valorises la marque. Tu valorises sa capacité potentiellement à avoir une jolie exit. Mais le problème, c'est que sur ces valorisations-là, il n'y a plus d'exit. C'est ça le vrai problème. C'est que quand tu es valorisé à de tels montants, tu n'as plus de sortie possible. Personne ne va venir t'acheter le double de ta dernière valo. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Même avec une grosse banque qui veut acheter la base d'utilisateur ou une assurance? Impossible. Tu ne vas pas t'amuser à acheter 500 000 clients, 10 milliards. Regarde, prends un Orange Bank. C'est quoi l'exit? C'est 0. Ils ont fait faillite là récemment, non? Orange Bank en gros, ils vont vendre leur base client, mais d'une façon très smart pour l'acquéreur, qui est chaque client qui vient ouvrir un compte chez moi, qui vient de chez toi, je vais le rémunérer. C'est de l'affiliation. C'est de l'affiliation. Donc c'est une opération où l'opérateur aura perdu, à mon avis, 1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? On en revient un peu à ta première question qui est la taille critique. Tant que tu n'as pas atteint cette taille critique, ça ne peut pas marcher. Il te faut des volumes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'offre, le service, le produit n'avait rien d'exceptionnel. Tu n'es pas assez différenciant par rapport à une banque traditionnelle. Pourquoi j'irais prendre un compte Orange Bank alors que je suis très bien à la BNP ou à la BRED? Pourquoi j'irais faire ça? Voilà. Si tu n'apportes rien au marché, il n'y a pas de raison que ton service fonctionne mieux que les autres. Donc du coup, cet écosystème, on va dire, j'ai l'impression que c'est un peu le bordel. En gros, il y a eu des énormes levées de fonds. Toi, en tout cas, ça t'est pas venu à l'idée, c'était pas ton projet? Non, c'était pas l'idée. J'étais pas dans cette trajectoire de dire je vais lever tous les ans. D'ailleurs, j'ai perdu un de mes actionnaires parce qu'il n'était pas en phase avec ma stratégie. Il voulait que je lève tous les ans, que son portefeuille soit mieux valorisé tous les ans. Je lui ai dit, on va trouver un autre actionnaire qui te rachète tes parts. Et voilà.
tu vois, toutes ces boîtes qui, tous les ans, faisaient un tour de table pour dire qu'elles valent plus d'une année sur l'autre, alors que foncièrement, elles ne valaient pas beaucoup plus parce que déjà, la valorisation précédente était déconnante. C'était pas ma stratégie et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Demain, si je vais lever des fonds, c'est parce qu'en face, il y a une stratégie bien précise et un motif. Ça peut être une acquisition, par exemple, la croissance externe. Mais je ne vais pas aller m'amuser à lever des fonds pour me sécuriser. Non. C'est tes clients qui ont la plus grande des valeurs. Va chercher des clients. Concentre-toi sur les clients. C'est ce qui fait du coup que tu as réussi à être rentable. Mais ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu lever 50 millions d'euros. Par exemple, c'est une telle somme qu'après, tu l'aurais eu en banque pour développer ton projet autant que tu veux. La réalité, c'est que je pense que je n'aurais pas fait beaucoup plus avec plus d'argent. Okay. Tu multiplies les équipes, tu multiplies les emmerdes. Je pense objectivement que mon équipe est bien meilleure et innove bien plus que des mecs qui ont levé 500 millions. On apporte beaucoup plus de choses au marché que les autres. On dépense beaucoup moins d'argent en publicité et en marketing, ça je l'accorde. On est moins connu, c'est évident, parce qu'on dépense beaucoup moins. Mais je ne pense pas que j'arriverai, tu vois, à apporter plus en termes d'innovation à mes clients. J'ai l'équipe à la bonne taille humaine, qui fonctionne bien. Et si je commence à rajouter des process dans tous les sens, en fait, je m'appelle Carrefour. Et j'ai plus aucune âme d'entrepreneur, j'ai aucun ADN de start-upper, je perds en agilité et j'ai pas envie de ça. Et donc du coup pour toi l'innovation c'est pas une question d'argent, c'est une question d'intelligence et d'idées. Bien sûr, l'innovation ça saurait si les gens qui ont le plus d'argent innovent le plus. C'est pas Microsoft qui innove le plus. Mais c'est un message énorme pour tous les entrepreneurs de se dire que c'est l'innovation, ça vient pas de t'as beau lever 500, même 500 millions. Si t'as pas les bonnes idées, ça partira dans l'eau. Ils étaient combien chez Instagram quand ils ont vendu la boîte ? Je crois qu'ils étaient... alors je sais que chez WhatsApp, ils étaient genre une vingtaine. Je sais pas, je dirais peut-être 50 chez Instagram. Je crois qu'ils étaient pas nombreux. Je crois qu'ils étaient chez Instagram, je crois qu'ils étaient moins de 20. Ok, ouais. T'as pas besoin d'une équipe de 1000 personnes pour innover. C'est faux. Et au contraire, plus tu rajoutes de personnes, plus t'es lourd, plus t'es lent en termes d'innovation parce que tu vas décider de façon beaucoup moins agile et beaucoup moins rapide, de façon beaucoup moins efficace. Donc non, je pense qu'avec une équipe à taille humaine, tu arrives à innover aussi bien que les autres, voire mieux. Donc toi qui es au cœur de l'innovation depuis toujours, tu recommandes des petites équipes agiles et puissantes, quoi. Attends, des développements comme Frigo, Freemote, etc., tous ces trucs de fou, on était 3-4 à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'être plus. Et chez Freebox, tu as un mec qui va gérer une fonctionnalité et ça marche très bien. Tu n'as pas besoin d'être 50 000 sur une innovation. Au contraire, tu te tues là. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces startups un peu fintech qui ont recruté des centaines de collaborateurs ? Tu dirais que c'est parti en sucette. Mais tu as eu un effet de mode qui était de « je dois lever beaucoup d'argent, je dois avoir beaucoup de collaborateurs et dire « j'ai la plus grosse ». Voilà. Et tout le monde a suivi. Et tout le monde s'est surstaffé. Et tout le monde ne maîtrisait plus du tout sa masse salariale. Et ça a fait des boîtes qui vont au tapis. Donc aujourd'hui, tu es le seul. Donc grâce à ça, tu es potentiellement celui qui innove le plus, le seul qui est rentable. Bon, par contre, tu fais moins de croissance, j'imagine que tu as moins de clients, moins de croissance, moins visible. J'ai moins de clients et j'ai moins de notoriété. Tu as moins de notoriété, tu es plus dans l'ombre. Ouais. Tu m'as dit qu'on t'avait proposé de te racheter aussi à 2 reprises. C'était quand et c'était qui et pourquoi tu as refusé ? Je crois que c'était en 2018 et 2019. En 2018, c'était une banque qui était également agent de change un peu partout dans tous les aéroports. Je ne sais pas si ça vous parle. Je peux en parler, maintenant il y a prescription. C'était une boîte qui s'appelait Travelex. Travelex, vous savez, c'est tous les bureaux de change dans tous les aéroports dans le monde. Et en France, ils avaient un établissement de crédit qui s'appelait la Banque Travelex et qui avait besoin d'un produit au-dessus de leur licence. Un peu ce qu'on avait construit finalement avec la banque. C'était smart. Leur move était smart. La somme était colossale. Okay. Pour l'anecdote, la personne qui s'occupe du deal est mon voisin. C'est-à-dire que j'habite là à côté. Mon appart est traversant et lui, il habite. Moi, j'habite au 6, il habite au 6 terre. Mais c'est-à-dire, il s'occupe du deal ? C'est-à-dire que cette personne travaillait au sein de la boîte qui s'occupait du deal. Et on a découvert pendant le deal que c'était mon voisin. Attends, c'est-à-dire donc lui, il a été mandaté par Travelex. Il bossait dans la boîte. Il bossait chez Travelex ou il a été mandaté par Travelex ? Il bossait chez Travelex pour faire du M&A. Pour faire du M&A et s'occuper du rachat de ma boîte. Ok, d'accord. Et encore une anecdote. Plus tard qu'avant-hier, je l'ai croisé. Tu vois, moi, je revenais de Corse et lui, il revenait de Bretagne. De Bourgogne, parce que s'il regarde, il va dire « Non, j'étais en Bourgogne. Et c'est incroyable.
C'est incroyable. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, écoute, le montant était considérable. Mais vraiment c'est que tu as dit, il vaut mieux 1 que 2, tu l'auras, mais tu l'appliques pas pour toi, ça par contre. Le montant était considérable, c'était en 2018, j'avais un seul enfant, ma fille qui s'appelle Ava. Et je pars en vacances avec ma femme, tout était prêt, les due deals étaient finis, les SPA, les montants, tout le deal était fini. Ah, donc t'avais quand même, t'étais en process, c'est-à-dire que t'étais plutôt en process de validation. Ouais. J'avais demandé à la banque Wormser Frères si je devais vendre. Et j'avais demandé à ma femme. C'était vraiment les personnes clés un peu. Ma femme, elle venait de terminer ses études. Souvenez-vous, elle est urologue. Et elle vient de terminer ses études. Elle avait vécu l'exit avec moi. Donc elle avait vu que j'avais vendu déjà une première boîte. Donc elle savait que j'avais pas besoin spécialement d'argent. Et elle me dit, mais si tu vends cette boîte, je sais que tu vas en souffrir. Parce que tu n'as pas été au bout de l'aventure. Tu n'as pas été au bout de l'histoire. Tu as encore plein de choses à réaliser. Donc tu vas souffrir. Et au-delà de ça, tu vas pas vendre ta boîte alors que moi je commence mes études maintenant. Ça c'est le deuxième argument. Côté Banque Wormser, il y a 3 personnes clés un peu à la Banque Wormser. Il y a Alain Wormser, qui est le papa de Marc et Julien. Et eux, chacun avait un avis. Alain Wormser avait dit prends l'offre et déchire-la. Julien Wormser elle m'avait dit vends la boîte. Et Marc Wormser était modéré entre les deux. Et moi, objectivement, je n'avais pas été au bout de l'histoire. Je sentais que j'en avais encore sous la pédale, que j'avais plein de choses à faire. C'était une offre en plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas anecdotique, c'est énorme. Et une fois, j'ai raconté cette histoire à quelqu'un et il m'a limite insulté. Il m'a dit mais c'est intolérable de ne pas vendre sa boîte quand on a une somme pareille. Je dis mais en fait, je te le dis de façon sans être arrogant ou quoi que ce soit. Je te raconte juste ce qui s'est passé. Et à un moment, quand tu sens que tu n'as pas été au bout d'une histoire, il ne faut pas vendre le truc. Voilà. L'argent coulait à flot. Et j'ai bien fait en fait de ne pas vendre la boîte parce que cette structure-là s'est effondrée quelques semestres plus tard pour malversation financière, pour blanchiment, etc. Okay. Donc, coup du destin. Ça se trouve, je n'aurais touché qu'une partie du deal, qui plus est. J'aurais tué ma boîte, ça c'est sûr. Oui, ils n'auraient même pas pu te payer, ça se trouve. Ouais, ça se trouve, j'aurais touché mon front, mais pas tout le reste. Enfin voilà, ce qui était déjà énorme, mais j'aurais eu le sentiment d'un énorme gâchis à ce moment-là. Et puis c'est pareil, qu'est-ce que tu fais après? Tu restes à la maison avec ton argent si tu es entrepreneur aussi. Bon, après, j'investis chez toi et je me dis, c'est pas perdu. Voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a l'argent, mais. Je dis toujours, les gens, pour gagner de l'argent, il faut que le moteur soit le projet. Parce que si le moteur c'est l'argent, en général, ça marche pas. Non. En général, c'est des passionnés qui finissent par gagner de l'argent, ils en sont contents, c'est un bonus. Mais celui qui veut gagner de l'argent, en général, il est moins bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était pas le moteur, l'argent. Et encore une fois, quand tu considères que tu n'as pas fait le tour du projet, il faut pas se forcer. Je sentais pas le truc, j'ai pas été au bout. Ok. Voilà. Et tu avais tes associés alors? Tes associés disaient quoi? Mes associés. Étaient plutôt vendeurs. Ils prenaient tous 2-3 millions d'euros. Ils étaient plutôt vendeurs et surtout leurs femmes. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas fait d'exit avant comme toi aussi. Ils n'ont pas fait l'exit comme moi. Tu vois, ils ont touché un peu d'argent. C'est pas la même configuration. Je suis d'accord. Ils ont touché un peu d'argent de l'aventure précédente parce qu'ils étaient actionnaires. Mais ils n'ont pas touché ce que j'ai pu toucher. Et forcément, ça change la donne. Et là... ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils savent que la société... Allez, si aujourd'hui on la met à vendre, la structure, on arrivera à la vendre correctement, pas loin des montants qu'on avait pu avoir à l'époque, je pense. Voilà. Mais évidemment, quand tu as une grosse somme d'argent, que tout est signé, que tu n'as plus qu'à aller à la réunion pour closer, c'est pas facile à accepter. Je pense qu'ils m'ont peut-être voulu à ce moment-là de l'histoire, c'est possible. Mais à un moment, il faut assumer ses choix, il faut être responsable, il faut être fort de ses convictions, pour le bien, pour le mal, peu importe. Mais voilà, on a eu cette proposition, on l'a refusée, on a bien fait. Et après, on en a eu une autre, quelques mois plus tard, qui était similaire en termes d'ordre de grandeur. Et là, pour le coup, j'avais demandé à Xavier ce qu'il pensait de l'offre et de l'opération. Et lui m'avait répondu, prends le chèque,
et part en courant. Il t'avait pas aidé sur la première, Non, la première, tu l'avais pas demandé le premier. Non, j'avais pas sollicité, mais sur la deuxième, j'avais sollicité. Prends le chèque et pars en courant. Et ce part en courant était tellement significatif du fait que si tu te fais racheter, tu ne feras plus rien. À un moment, il faut accepter que quand tu te fais racheter ta boîte, 9 fois sur 10, ça se passe mal. C'est la réalité. Hein, vous ne voilez pas la face, les mecs. Vous vous faites racheter par quelqu'un, c'est leur maison. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et tu ne peux pas leur en vouloir, c'est chez eux. Quand tu étais indépendant, tu faisais ce que tu voulais. C'était ta boîte, tu as décidé d'accepter de la vendre, de remettre les clés de la maison à quelqu'un d'autre. C'est plus tes décisions. C'est quoi la suite alors pour Manager One aujourd'hui? Bon, déjà, ça doit être, moi je trouve une certaine, tu dois avoir un peu de gratitude pour être déjà le seul qui a réussi à être rentable dans un secteur où concrètement c'est presque impossible, j'ai l'impression. C'est quoi la suite? Tu comptes, le but c'est d'avoir encore plus de clients du coup en B2B, ouais. Avoir plus de cas. C'est quoi les prochaines innovations? Alors, on a un gros sujet sur l'acquisition toujours. Hein. On doit accélérer sur l'acquisition de nos clients. C'est bien d'être rentable, mais c'est encore mieux d'avoir une croissance un peu plus soutenue parce que tu n'es pas à l'abri qu'un de tes clients se pète la gueule. C'est aussi la réalité. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Ta rentabilité aujourd'hui peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc, il faut être vigilant. Tu vois, il faut être dans les prévisionnels, il faut faire des projections, il ne faut pas être attentiste et il faut continuer d'innover. Parmi les innovations, tu en as encore plus qui arrivent sur la carte. Tu as bien misé sur les cartes en tout cas. Ouais, c'est clé. Parce qu'en gros, tu t'es rendu compte en fait sur le terrain qu'en gros il y a un vrai besoin et que les cartes en fait est-ce qu'il n'y a pas un besoin aussi mondial en fait sur les cartes? Bien sûr, parce que le marché n'est pas mondial en fait. Complètement, le marché est mondial. On est un peu présent en Europe aujourd'hui à travers les filiales des boîtes françaises qu'on équipe. Et surtout, la réalité, c'est que le marché n'est pas équipé. Est-ce que tes innovations, demain, tu pourrais devenir... est-ce que demain, Visa pourrait être distributeur de tes solutions, c'est-à-dire que tu sois en marque blanche et intégrer tes innovations pour des gros acteurs? Très bonne question. On était en discussion avec Visa pour les faire rentrer éventuellement chez nous à une époque. Mais ils nous ont dit qu'il faut arrêter d'opérer en tant que Manager One, qui est une marque concurrente des banques avec qui on travaille, mais il faut devenir un fournisseur de solutions auprès de toutes les banques avec qui on travaille. Donc, moi, ma vision, non, un Visa, ça ne sera pas possible parce qu'on opère en tant que Manager One et on continuera d'opérer en tant que Manager One, mais rien ne nous empêche demain de fournir nos services à toutes les banques de la place, que ce soit en France et partout en Europe et dans le monde, parce qu'on fournit des services innovants en termes d'expérience utilisateur, en termes d'applications mobiles et web. Et ça, demain, n'importe quelle banque peut venir nous solliciter, nous dire « Ok, ce que tu as fait sous Manager One, je le veux sous ma marque. » Demain, la BNP pourrait très bien venir me dire « Adrien, ce que tu fais, je le veux sous ma carte verte BNP et offrir le même niveau de service à mes utilisateurs parce que j'ai conscience aujourd'hui que je suis un peu en retard en termes de service. » Parce que si tu continues d'innover à ce point-là, tu vas avoir une telle longueur d'avance que est-ce qu'il n'y a pas un espèce de pivot chez Manager One? Parce qu'en fait, effectivement, tu pourrais être une solution pour justement tous les acteurs du monde vraiment sur la carte, quoi, tu vois. Ça fait partie un peu de notre ambition également. Ouais, mais c'est dingue que tu sois le seul à innover sur les cartes, quoi. Il n'y a pas d'autres acteurs. Il y a quelques innovations, mais rien qui va aussi loin. Non, parce que moi, déjà, je suis le premier utilisateur. Chaque jour, je me connecte sur mon compte Manager One. Chaque jour, j'utilise ma carte Manager One. Chaque jour, je fais des opérations avec. Je ne veux pas être méchant, mais tu as des néobanques qui n'utilisent pas leur propre service. À un moment, tu vois, ça explique pas mal de choses. Est-ce que tu as prévu d'intégrer peut-être à terme des paiements crypto, par exemple, ou ce genre de choses, ou pas du tout? Non, et on nous le propose assez régulièrement, des solutions de trésorerie crypto. En fait, l'idée est de ne pas proposer des choses risquées à nos clients. Ce n'est pas notre volonté. On va pas, parce que moi, si je mets quelque chose en place sur ma console client, je suis à l'aise avec et ça va apporter quelque chose à mes clients. Ça ne va pas être risqué. Je ne veux pas leur faire perdre de l'argent d'une façon ou d'une autre. Tu vois. En termes de service, par contre, un peu innovant, on a l'acompte sur salaire. L'acompte sur salaire, c'est quoi? C'est tous les utilisateurs Manager One ou toutes les entreprises qui ont un compte Manager One peuvent proposer l'acompte sur salaire à leurs collaborateurs. Ça veut dire quoi? Le collaborateur, tous les 15 du mois, peut dire « je veux la moitié de mon salaire » en un clic. Et donc, le DAF va avoir la liste de tous les collaborateurs qui veut
qui veulent un acompte et ont un CLI qui va aller payer la moitié des salaires et à la fin du mois faire une régularisation entre le montant versé et le montant total de la paye. Tu vois, ça fait partie. Là, tu deviens plus concurrent à Payfit, par contre. Là, je deviens concurrent un peu plus sur Payfit. Mais ils n'attaquent même pas la compte sur salaire, je crois. Alors, il me semble que si. Ouais. Ok, on a aussi la gestion des indemnités kilométriques. Donc, tu as une flotte de commerciaux qui se déplacent en voiture. Bah, tu vas pouvoir gérer les indemnités kilométriques depuis Manager One. Donc, tu vois, on a plein de petits services comme ça qui vont changer la vie des DAF, des ressources humaines, des coordinations comptables au sein des boîtes. Vous êtes combien chez Manager One actuellement et comment tu acquiers des nouveaux clients? Parce que justement, tu dis que tu es dans l'ombre, tu fais pas beaucoup de marketing ou de communication. Combien vous êtes et comment tu gagnes des nouveaux clients? On est une bonne 50aine de personnes aujourd'hui. L'acquisition se fait beaucoup par bouche-oreille, beaucoup de prescriptions par nos clients. Par exemple, quand des gros clients viennent me solliciter, me disent qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, je leur réponds, écoutez, le plus simple, c'est que je vous mette en relation avec un client qui est déjà chez moi. Tu as une boîte qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, je vais te mettre en relation avec une autre boîte qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Et vous allez échanger ensemble. C'est quand même vachement mieux que moi qui te vends mon produit. Mon produit, je vais te dire qu'il est merveilleux, qu'il est exceptionnel. Mais si c'est un de mes clients qui te le dit et qui te le montre pourquoi et qui t'explique pourquoi, c'est quand même vachement mieux. Donc ça, c'est un peu mes méthodes aujourd'hui, c'est de mettre en relation mes clients. Quand tu as un prospect, un lead qui vient te solliciter, tu le mets en relation avec un client existant et qui va lui expliquer ce que tu fais et comment tu le fais. Petite équipe commerciale, qui va aller sur des projets un peu plus complexes, parce qu'on ne fait pas uniquement du compte bancaire pour les professionnels, mais on fait aussi un peu de projets sur mesure, un peu complexes autour du paiement. Par exemple, des paiements digitalisés dans la santé. Voilà, ça, vous en saurez plus pour l'année prochaine. T'es sur un appel d'offres en ce moment ou non, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, ok. Et après, une équipe commerciale qui va être dédiée, elle, à aller chercher, répondre aux appels d'offres et chercher des clients de taille plutôt conséquente, c'est-à-dire au moins 50 salariés pour aller fournir les services cartes, etc. Et après, on a, je pense à lui, on a des gens qui ont des problématiques bien spéciales et qui savent que chez nous, on est en capacité de répondre parce qu'on est établissement de crédit à travers la banque Wurmser Frères et cette latitude de service qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu es capable de faire du sur-mesure, du coup, grâce à ton agilité aussi. Je vais te donner un exemple concret. On a quasiment tout le marché du crowdfunding immobilier. Voilà. Ne te casse pas la tête, tu peux prendre n'importe quelle boîte du crowdfunding immobilier, elle est chez nous. Et pourquoi elles sont toutes chez nous? Parce qu'on leur crée des véhicules d'investissement pour leurs différentes promotions immobilières ou projets. Et chez nous, elles sont contentes parce qu'elles vont avoir cette capacité à créer des comptes en quelques secondes. Une société qui a déjà fait sa KYC, etc., elle a la capacité d'ouvrir un sous-compte en quelques secondes. Est-ce que tu as prévu d'aller sur le crédit, les assurances ou pas du tout? Alors demain, par exemple, de pouvoir solliciter Manager One pour faire un crédit. Le crédit, notre partenaire qui est la banque Wurmser Frères peut en faire. Mais on n'a pas cette capacité à absorber des gros volumes. C'est un métier, le crédit. Donc, si demain je trouve un partenaire qui me fait des choses intelligentes, dans de bonnes conditions, on les proposera à nos clients. Tu vois, je ne vais pas aller proposer une solution à 10%. C'est trop cher. Dans une banque tradie, on va te proposer aujourd'hui, avec les taux actuels du 4, 5, 6, je ne vais pas aller proposer le double. Ça n'a aucun sens. Surtout si mon client pourrait avoir ce type de produit. Après, nos gros clients, encore une fois, sont multibancarisés et vont avoir des lignes de financement par ailleurs, à la Banque Postale, au Crédit Mut, etc., etc. Comment tu fais pour te battre par rapport à tes concurrents, étant donné... C'est qui déjà tes concurrents sur le marché? Et comment tu fais pour te battre face à quelqu'un, par exemple, qui a levé 100 millions d'euros? Vous n'avez pas les mêmes armes quand même, donc comment tu gères ça? Alors, en fait, tu es dans une industrie quand même qui a eu les plus grosses levées de fonds. Ouais. Je ne vais pas me battre avec eux. Je vais aller sur des niches plus particulières, sur des services plus précis. Si tu commences à vouloir faire exactement la même chose que des acteurs qui ont levé 100 fois plus que toi, parce que c'est le ratio, tu peux pas rivaliser, c'est pas possible. Donc je vais aller sur mes niches, sur les choses que je sais bien faire, et surtout je vais être patient. Je vais m'inscrire dans le temps, je vais inscrire ma marque dans le temps, dans mon écosystème. Ça prend du temps, c'est long, tu vois. On a construit le projet, on a construit le produit, maintenant on construit un peu plus la marque, c'est une réalité. Parce qu'on est fort sur le produit, sur le service et la renta de la boîte. Voilà. Mais c'était ça ma question. Toi, aujourd'hui, tu vois vraiment ta boîte sur
T'as pas 10, 20 ans, enfin, t'es dans une logique vraiment long-termiste. Ouais, je suis no limite en termes de timing. Je me dis pas dans 5 ans, il faut que je l'ai vendu. C'est ça le gros projet ça sera le gros projet de ta vie. Ouais, c'est ce que je dis. Ce sera ma dernière grosse boîte. Après ça, j'aurai peut-être plus de recul et des participations sur lesquelles je participe et j'aide des entrepreneurs. Mais je ne me vois pas refaire ce que j'ai fait avec Manager One de zéro. Ils pensent quoi tes concurrents de toi? Parce qu'ils ont levé des centaines de millions, ils crament beaucoup d'argent. Toi, tu es un peu la fourmi, mais du coup qui est rentable, tu gagnes de l'argent. En termes de modèle, tu es quand même atypique dans l'industrie. Ouais, quoi. Est-ce que tu es vu un peu genre comme pas le vilain petit canard, mais genre le... Écoute, ils me regardaient de haut et maintenant on commence à les énerver. Parce que sur des appels d'offres, ils savent que systématiquement, si on est en face, ils n'auront pas de chance. Encore une fois, le fait qu'on soit adossé à une vraie banque, un établissement de crédit, la banque Wurmser Frères, c'est rassurant pour les clients et les grosses boîtes. Le service qu'on propose est rassurant. Notre portfolio de clients est rassurant. Donc, on ne les fait plus rire. Puis vous avez une culture aussi, j'ai une entreprise qui est spécifique à vous. Enfin, votre culture est différente de ce qui se fait dans l'industrie, en tout cas. Complètement. Et tu vois, encore une fois, je ne regarde pas ce que font les autres. Moi, ce que je leur souhaite, c'est le meilleur. Parce que si un de mes confrères, concurrents, compétiteurs, on appelle ça comme on veut, s'effondre, c'est mauvais pour tout le marché. Et moi, c'est ce qui m'ennuie le plus, tu vois. C'est qu'un de mes confrères s'effondre parce que c'est tellement long d'acquérir la confiance des utilisateurs en tant que néobanque, mais globalement, qu'il n'y aurait rien de pire qu'un cataclysme d'un de ces acteurs-là. Voilà. Parce que ça ferait perdre une confiance dans l'industrie. Exactement. Et là, ça serait compliqué du coup. C'est mauvais pour toute l'industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu investis dans des startups aussi en tant que business angel ou pas? Est-ce que tu as des side projects dans lesquels tu innoves? Est-ce que tu as des choses un peu à côté? J'ai beaucoup investi parce que quand j'ai vendu ma boîte, j'étais en report d'imposition. Donc, j'avais une obligation de réinvestir la moitié. Donc, j'ai beaucoup investi. J'ai investi dans beaucoup de merde. Okay. Voilà. T'as perdu beaucoup d'argent ou pas là-dessus? J'ai perdu beaucoup d'argent. Ok, non mais ça me rassure parce que j'ai l'impression que en fait c'est en investissant que tu comprends à quel point c'est dur d'entreprendre et d'avoir des boîtes qui marchent. En fait, moi j'ai l'impression que je vois pas de boîtes qui marchent. Je sais pas où elles sont. Alors c'est moi qui suis très mauvais. J'ai failli faire un beau multiple et pas de bol. Le Covid est arrivé par là. La transaction a échoué et ça aurait rattrapé tous mes investissements de merde. Okay. Voilà. Je dis toujours le meilleur investissement, c'est investir dans son outil de travail. Et donc, j'ai réinvesti énormément dans Manager One. J'ai réinvesti énormément. Je crois que j'ai dû réinvestir 1,5 million d'euros à date. Okay. Et c'est de loin, à mon avis, ce que j'ai fait de mieux. Parce qu'au moins, si ça se casse la gueule, je peux en vouloir qu'à moi-même. J'ai vu sur Wikipédia que tu étais champion de backgammon. C'est quoi cette histoire? Même double champion de France. Double champion de France. Par équipe. Par équipe, ok. Ouais, sinon. Comment ça fonctionne? Est-ce que le backgammon c'est difficile? Moi j'aime bien jouer aux échecs par exemple. Est-ce que c'est un vrai sport? Comment ça? Je me rends pas compte du niveau de difficulté du backgammon. Les échecs sont beaucoup plus difficiles. T'as une part de semi-hasard dans le backgammon que tu retrouves pas dans les échecs. C'est un jeu assez passionnant et surtout très chaleureux, amical. Ce qui est sympa, c'est de se retrouver avec des potes au jardin du Ranelagh, par exemple. Sauf qu'avec toi, vu que tu es champion de France, ça doit être compliqué. Non, encore une fois, parce que tu as une part de semi-hasard qui fait que même le champion du monde peut perdre face à un débutant. Ok, mais par contre, sur 10 parties, le champion du monde devrait gagner statistiquement. Voilà, sur 10 parties, le champion du monde... C'est un peu comme le poker, finalement. Tu as une part de chance, mais tu as aussi une part de stats. Exactement. Ok, donc ça c'est ta passion à côté. Ouais, là je pars la semaine prochaine, je sais pas quand ça va être diffusé, mais je pars la semaine prochaine au championnat du monde. Championnat du monde, ok. Et j'ai vu que tu t'étais lancé en politique aussi. Ouais, mais ah oui, mais toi ça fait pas longtemps que tu habites le quartier. Ouais, si, j'ai grandi dans le quartier donc je connais bien. Parce que j'étais candidat dans ce quartier. Donc tu as été candidat pourquoi? Pour les législatives, pour devenir député de la 4e circonscription de Paris, en l'occurrence le 16e et le 17e Sud. D'accord, ok. Et alors, c'est quoi cette envie d'aller dans la politique? C'est pour prôner quelle valeur? J'avais aucune volonté particulière. Est-ce que tu as des sujets autour de l'entrepreneuriat que tu voudrais mettre en avant? Parce que quand même, ton profil est atypique. Alors, pas de l'entrepreneuriat, mais globalement de la simplification des démarches administratives. Je trouve que tout, globalement, est trop compliqué. Tu vois, là, par exemple, j'ai dû refaire un passeport. En fait, je me pose même la question de pourquoi faire la démarche. Tu devrais avoir un formulaire en ligne, t'envoies ta photo, on te l'envoie. T'existes, quoi. Et quel est l'intérêt d'aller prendre ce rendez-vous, d'aller te présenter? Je ne vois pas. Est-ce qu'avec ton parcours et ton expérience aujourd'hui, tu pourrais imaginer être sollicité justement
par le gouvernement, par des administrations fiscales, par des genres de choses, pour faire des projets. Enfin, tu vois, avec tout ce que tu as développé entre Free, Manager One sur les cartes, tu serais totalement la bonne personne, je pense, pour faciliter le fait de refaire son passeport. Tu vois. Une fois que j'ai fait le tour de cette aventure qui est Manager One, aller rendre à mon pays de la valeur de façon complètement gracieuse serait la plus belle des choses. Moi, si on me permet de simplifier les 3/4 des process de l'administration, je me régalerai. J'adore ça. T'as un aspect un peu patriotique envers la France. Ouais, complètement. Bah, je viens du 93, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai vendu ma boîte très bien. J'entreprends en France, je crée de l'emploi en France. On a un cadre qui nous permet de bosser. La France est un beau pays. Tu enlèves toute cette horreur administrative, c'est un pays incroyable. Je suis d'accord. Je parle souvent de patriotisme économique dans les médias, dans mes podcasts, etc. Parce que moi, ce qui me gêne aussi, c'est justement, c'est génial toutes les subventions et de pousser toutes ces fintechs, toutes ces boîtes technologiques. Mais si les meilleurs qui sortent du lot sont systématiquement rachetés, moi, je trouve que ça me pose un peu un problème parce que... Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Moi aussi, j'en ai marre qu'on n'ait pas de géants en France. Clairement, moi c'est pareil. Il faut qu'on mette en place un cadre qui permet de développer des boîtes sur le long terme. Ou même en Europe, quoi. Mais moi j'aimerais bien qu'on ait un Google, notre Google européen, oui, bien évidemment. Mais notre réseau social. Encore une fois, hein, c'est une question aussi de vie perso. Tu vois, si j'avais pas vendu ma boîte, peut-être que j'aurais vendu Manager One et que Manager One ne sera peut-être pas aussi grand qu'il l'est aujourd'hui, n'aurait jamais grandi. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quelle trajectoire aura cette boîte, mais c'est des parcours de vie. Mais ça, il y a des moyens de le favoriser. Moi, j'ai cette frustration, en tout cas comme toi, qu'on ne crée pas de géants, que justement, il y ait des subventions, le gouvernement en place qui met en avant, tu vois, sur l'IA, sur le Web3, je crois qu'il y a le siège de Binance qui s'installe en Donc, il y a plein d'actions. Et puis, in fine... Surtout, dès que tu vois arriver un nouveau truc, genre l'IA, la première chose qu'ils ont en tête, c'est il faut légiférer et encadrer. Arrêtez. Ça, c'est le problème en France, non ? Le problème. Moi, je dirais que c'est le problème. J'ai l'impression qu'on est chiant là-dessus. On est chiant sur le... On veut toujours légiférer avant de laisser... Arrêtez de légiférer, laissez faire les usages. De toute façon, le truc va potentiellement capoter 9 fois sur 10 avant même que vous ayez compris comment ça marche ou vous ayez légiféré. Vous êtes cassé la tête sur le métaverse, les gars. C'est quoi le métaverse aujourd'hui ? Qui va sur le métaverse de Meta se balader ou se... Personne. Il faudrait peut-être plus de laisser faire, avoir une stratégie peut-être justement à la Free à l'époque, plutôt que d'être le gros acteur qui vient, qui veut légiférer. Ce midi, j'étais trop rigide. J'étais avec mon avocat et on parlait de ça et il me dit si tu regardes le rapport qu'avait fait un cabinet de conseil à l'époque sur le moteur qui va remplacer les chevaux, quoi. Et tu te dis mais tu deviens fou. Ils ont fait un rapport en disant on va tuer plein de chevaux, il faut que les Français bouffent de la viande de cheval pour compenser ça, enfin des trucs délirants. Mais c'est inconcevable aujourd'hui de se dire le moteur, c'est du bon sens, quoi, c'est le sens de l'histoire. Donc il faut laisser faire l'histoire. Je pense qu'il faut être un peu plus libertarien. Mais il y a une responsabilité des entrepreneurs aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop laisser faire. Nous, on doit aussi un peu s'engager. C'est pour ça que c'est cool que tu t'engages en politique. Mais moi, je trouve que pour l'avenir de notre pays, si on ne laisse pas des géants émerger, on va le payer le prix fort au bout d'un moment, parce qu'il y a winner takes all, c'est-à-dire que tu as les GAFAM, tu as les BATX en Asie, et en Europe, si tu n'as rien... Est-ce qu'on va pas se faire manger dans les 20 prochaines années, tu vois ? On est déjà mangé. On est déjà mangé, mais alors justement, comment moi, c'est ça les questions que je me pose. Et c'est une bonne question. Ouais. On n'a pas la réponse parce que sinon, on aurait déjà réussi à créer des géants. Peut-être qu'il faut les protéger avant la session. Peut-être qu'il y a des pépites qu'il faut détecter. C'est ça. Qu'il faut protéger. Mais c'est vrai que par contre, on a des talents de ouf, on a des ingénieurs, on a des super entrepreneurs. On est vraiment bons. C'est ça qui est dingue, je trouve, sur la tech. Et c'est génial le programme French Tech, etc. Moi je trouve, et les subventions, tout ce qui est mis en place. Par contre, ce qui me frustre un petit peu, c'est effectivement que sur une pépite technologique, si un jour on en sort une grosse, il faudrait que le gouvernement puisse la protéger un petit peu. Alors moi je suis un petit peu conservateur, mais tu vois, si demain on sort un réseau social de puissant, ça serait génial qu'il puisse rester européen, quoi, tu vois, et qu'il se fasse pas racheter. Parce qu'il y a aussi la fuite de la donnée aussi, tu vois. C'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, on sait répondre à ça que par du protectionnisme vis-à-vis de nouvelles technologies et pas des solutions un peu plus constructives. Clairement. Génial. Bon, écoute,
On a bien échangé. S'il y a des boîtes qui nous regardent, qui veulent passer chez Manager One, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que on peut leur faire un code promo? Qu'est-ce qu'on peut leur faire pour venir chez Manager One? Qu'est-ce qu'on peut créer? Un code promo. Allez, on leur offre 4 mois, c'est pas mal. 4 mois, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Est-ce qu'il y a un code promo quand tu t'inscris? Et non, elle m'envoie un SMS. Ok. Voilà. Donc comment on te retrouve? Comment on peut te contacter? Sur LinkedIn. LinkedIn. Mon téléphone 06 85 09 77 16. Il n'y a aucun problème. Tout le monde a son numéro, son vrai numéro de plus en plus. C'est génial. Les gars, vous faites beaucoup d'écoute. Hein. Avec grand plaisir. Ils ouvrent un compte, ils m'envoient un SMS et j'applique la gratuité de 4 mois. Il n'y a aucun problème. Bah génial. Voilà. Bah, merci pour ta générosité. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour terminer à un entrepreneur qui veut lancer une fintech? Est-ce que tu lui dirais surtout n'y va pas, fais d'abord une première boîte et c'est à partir de la deuxième, ok? Non. Moi je trouve que la fintech c'est un pari fou. Parce qu'il n'y en a aucune qui gagne de l'argent. Parce que je t'ai dit, est-ce qu'il y a une banque en ligne qui gagne de l'argent? Tu m'as dit non, mais en fait si je prends toutes les fintech, je crois pas qu'il y en ait qui gagnent beaucoup d'argent. Non, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent de l'argent. Maintenant, si tu démarres avec une vision, un projet solide et en étant bien accompagné, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais il y a des réglementations, par exemple. Ça dépend. Il y a un truc qui s'appelle le PSAN. Non, je sais pas si ça te parle. Une règle. Enfin. PSAN, ouais. Ouais, pour avoir les agréments, ça coûte cher. Il y a des cabinets d'avocats qui prennent cher pour avoir ces agréments. Donc, ouais. Tu vas solliciter pas mal de monde pour avoir l'agrément correspondant à l'activité que tu veux. Mais après, t'as de la compliance. Est-ce que tu as un service compliance chez toi qui te coûte cher? À la banque, oui, il y a un service compliance, évidemment. La banque s'occupe de toute cette partie compliance et support. Et c'est un vrai gros travail. Donc, mon conseil, c'est d'être bien accompagné et surtout de faire peut-être les choses par étapes. Ne va pas te lancer en allant chercher tout de suite la licence. Appuie-toi sur un partenaire qui te permet de développer et de voir si le truc fonctionne. Tu n'es pas obligé tout de suite d'aller dans le grand bain. Tu peux faire par étapes. Nous, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, elle a fonctionné pour nous. Ok, génial. Et puis peut-être s'il y a des gens qui s'intéressent à l'innovation au sens général, qui ont des projets, je pense qu'ils peuvent te contacter aussi sur LinkedIn plaisir, parce que pour le coup, je pense que tu es la bonne personne. Enfin moi, si demain je devais innover sur quelque chose, je pense que je t'appelle. Après toi, tu es bon, je trouve, sur l'innovation aussi, vraiment produit. Ouais. C'est vraiment ça ta force. Et c'est intéressant parce qu'on l'a vu pendant tout ton parcours. C'est ça que j'apprécie chez toi. Le mot qui va bien me définir, c'est un mot qui n'existe pas, simplification. Simplification. C'est-à-dire simplifier des choses très complexes. Super intéressant. Est-ce que Free t'appelle de temps en temps pour leurs innovations ou ça y est, vous avez fait vos chemins? Plus du tout. Je reste en relation avec Xavier, voilà, de façon très cordiale. Mais non, je n'interviens plus du tout dans l'écosystème Free aujourd'hui. Ok. Bah écoute, merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'était important. Moi, mon idée, c'est d'avoir un podcast orienté tech et digital. Et pour moi, vraiment dans la tech, tu fais partie des principaux acteurs qu'on voit pas assez. Donc tu devrais, je trouve, c'est bien que tu sois là. Et je pense que voilà, ton parcours mériterait d'être plus mis en avant. Merci. Et voilà, donc les 4 mois gratuits, on n'oublie pas pour ceux qui s'inscrivent sur Manager One. Ça fait un peu vendeur de tapis, mais au final, ça montre. Franchement, s'ils ont été jusque-là dans le podcast, voilà, ils méritent. C'est ça, ils méritent. Et moi, je trouve que ça montre aussi ton humilité. Parce que justement, et ce sens du service client, de laisser ton portable et d'offrir ces 4 mois, c'est un peu ça la recette du succès aussi, c'est de rester accessible c'est clé. Même en grandissant, surtout quand on est un acteur comme toi en fintech, quoi. Non, c'est clé. L'accessibilité, c'est ce que j'ai pu apprendre de mes années chez Free, c'est ultra clé. La satisfaction de ton client et l'accessibilité que tu lui apportes, ça change la donne. Génial, encore merci à toi. Et puis ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à là, je sais pas combien de temps on a fait, je vais regarder après. À un moment donné, ça a bien duré quand même. N'hésitez pas à laisser un avis ou même des questions, on vous répondra avec Adrien, ça nous fera plaisir. Moi, essayez de me laisser des avis sur Apple Podcast aussi, parce que j'essaie de remonter. Mais les gens mettent pas de notes sur Apple Podcast, donc essayez de passer à l'action. Et encore merci à toi, Adrien, d'être venu. Merci. Puis ça va pas être très dur de rentrer chez toi là, je pense. Non. Si mais t'es à 100 mètres. Là, je vais aller me faire un petit backgammon au jardin du Un petit backgammon. Ouais, tu joues pas aux échecs? Non, j'aurais bien aimé. Très mauvais. Ok. Un jour peut-être. Bon, encore merci Adrien et puis à bientôt. Ciao. À très vite.